Voilà. Je voudrais dans un premier temps d'abord vous présenter la note conceptuelle, c'est-à-dire comment est-ce que j'ai conçu cet exposé et comment est-ce que nous allons évoluer. Donc, le document s'intitule Séminaire national des journalistes de sport. Dans ce document, j'ai pensé qu'il était utile pour une meilleure compréhension de vous présenter une fiche d'exposé. À travers cette fiche d'exposé, on saura du point A par lequel nous partirons jusqu'au point Z. Ça vous permet de mieux comprendre d'où on va. Alors pour mieux comprendre cela, on a décidé de nous appesantir sur le thème éthique, déontologie et gestion de l'information sensible dans le journalisme sportif camerounais, qui sera naturellement présenté par moi. Allez, on commence notre présentation naturellement pour un meilleur entendement par une introduction. Alors, avant d'introduire, il est question de donner des définitions aux termes déontologie et éthique. Au Cameroun, le sport n'est jamais seulement du sport. C'est pas seulement au Cameroun. Il touche à l'identité, au pouvoir, à l'argent, au collectif, aux émotions collectives. C'est pas une propriété du Cameroun. C'est partout ailleurs. Parce que le sport, on a coutume de le dire, suscite beaucoup d'émotions. Il faut rappeler également que l'objectif de cette thématique intervient dans le cadre de la situation du sport au Cameroun. 1. Les tensions autour de la Fédération camerounaise de football. La polémique arbitrale en MTN et Ligue 1. Les conflits entraîneurs de l'équipe nationale du Cameroun, ministère, Fédération camerounaise de football. Les rumeurs sur des primes impayées. Le dossier disciplinaire des joueurs. La pression politique ou communautaire. Positionner également le journaliste sportif comme acteur stratégique de la stabilité sociale, pas comme un simple commentateur. Le journalisme ne se limite pas seulement à commenter les faits ou alors même les faits divers. Après ça, nous allons donner une définition de l'éthique. C'est quoi l'éthique? L'éthique et la déontologie journalistique constituent les fondements de la profession journalistique. L'éthique journalistique est l'ensemble des principes moraux qui guident la conduite d'un journaliste dans son travail. Elle répond à la question comment agir pour exercer ce métier de manière juste et responsable. Et là, en ce moment, il est question de répondre à une question principale, à savoir, qu'est-ce que ma conscience professionnelle m'interdit ou m'impose? Votre conscience professionnelle vous interdit quoi? Et vous impose quoi? Comme exemple, on publie une rumeur sur un joueur des Lions indomptables sans vérification. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce que votre conscience professionnelle vous interdit et vous impose? Vous devrez préalablement vous appuyer sur ça. Relayer une accusation de corruption d'arbitre sans preuve, c'est un problème. Vous n'avez aucune preuve, vous ne pouvez pas traiter un arbitre d'être corrompu. En ce moment, c'est une rumeur, tout simplement. La déontologie, quant à elle, elle peut être journalistique. Et dans la déontologie journalistique, il y a des principes, il y a des règles. C'est établi, on n'invente rien. Quelles sont ces règles? Il y a la loyauté, il y a le public. En fournissant une information exacte, complète et impartiale, la protection des sources et la confidentialité, la prudence, la responsabilité éditoriale, évaluer les conséquences d'une publication et éviter les informations précipitées. Cela fait appel au respect de droits et lois, éviter la diffamation, le contenu discriminatoire et respecter la propriété intellectuelle et le droit à l'image. Pour cela, il y a des règles professionnelles qu'il faut absolument respecter. Ces règles professionnelles sont la vérification des sources d'information, le recoupement, le droit de réponse. Le droit de réponse n'est pas une faveur. Parce que nous sommes des humains. Dans une précipitation, on peut donner une information après recoupement qui s'avère être erronée. Et si cette information est erronée, il faut avoir l'honnêteté de donner le droit de réponse à la personne qui a été diffamée. Ensuite, un autre exemple,
il y a l'affaire des primes impayées. On dit que les joueurs n'ont pas reçu la prime. Est-ce que vous avez la version du joueur? C'est très important. Est-ce que vous avez la version de la Fédération camerounaise de football? C'est une entité. C'est elle qui est l'organe technique en charge de gestion du championnat. Est-ce que vous avez la version du ministère des Sports, Éducation physique, qui donne des subventions? Et c'est important, très important, d'avoir ces informations-là. Par contre, l'éthique journalistique et patriotisme sportif, c'est deux choses à ne pas confondre. Les gens dans le sport sont confrontés, surtout les journalistes de sport, sont confrontés à un dilemme entre éthique journalistique et patriotisme sportif. Cela nous amène à donner des définitions concrètes. C'est quoi l'éthique journalistique? L'éthique journalistique, il s'agit d'informer avec exactitude, relayer des faits confirmés sans déformation, neutralité, ne pas prendre parti pour un joueur, une équipe, minimiser le mal, évaluer l'impact de l'information sur les personnes et le groupe avant publication. Ça nécessite une transparence, indiquer clairement les sources et le contexte. A contrario, il y a le patriotisme sportif. Le patriotisme sportif, c'est la priorité à la cohésion de l'équipe. Limiter la diffusion d'informations pouvant créer des tensions, protection de l'image du pays, éviter les polémiques médiatiques, soutien moral aux joueurs, protéger le moral des leaders et coéquipiers lors des événements cruciaux. Attention, l'éthique exige transparence, vérité, tandis que le patriotisme sportif privilégie le bien collectif de l'équipe, parfois au détriment d'une publication immédiate. L'équilibre consiste à rapporter des faits de façon neutre et vérifiée et en conscientisant sans tomber dans la censure. C'est quoi l'information sensible? L'information sensible pouvant nuire à une réputation, provoquer des tensions, déclencher des réactions violentes, avoir des implications juridiques. Parce que si vous prenez une information sensible, vous mettez à la disposition du public ou des lecteurs, vous n'êtes pas à l'abri d'une poursuite juridique. Elle est sensible. Toute information n'est pas bonne à transmettre ou à donner. Parce que si vous n'avez pas fait ce qu'il faut faire préalablement, recoupez une information, vérifiez l'information, vous la publiez, alors que c'est une information sensible, vous êtes un prisonnier ambulant. Et là, il faut faire très attention. Je vous donne des exemples. Il y a l'accusation de détournement par la Fédération camerounaise de football. Est-ce que vous avez les preuves de ces accusations? Quand vous venez de manière péremptoire faire ce genre d'accusation, avez-vous des preuves? Si vous n'avez pas les preuves, la Fédération est dans son droit de vous poursuivre, de rester en justice. Il y a des soupçons de favoritisme au sein de l'équipe nationale. On favorise un tel au détriment d'un tel autre joueur. Avez-vous les preuves de ça? Pouvez-vous apporter des exemples concrets qui montrent que tel a été favorisé au détriment de tel autre? Il y a des conflits tribaux supposés dans des clubs. On sait ici que certains présidents, il s'est dit que certains présidents préfèrent des joueurs d'une aire géographique parce que le club appartient à tel village, ainsi de suite. Ça, ce sont des accusations. Il y a le dossier médical d'un joueur. Faites très attention. Le dossier médical d'un joueur est privé. Il est privé. Nous tous ici sommes des malades ambulants. Mais personne ne sait qui souffre de quoi. Mais si un jour, quelqu'un venait à diffuser une information selon laquelle Monsieur X, joueur de tel club, souffre de l'épilepsie, ça c'est un problème. Il n'a pas le droit de publier cela. Il y a également la problématique de l'homosexualité. Vous avez prouvé que la joueuse Tartampion est homosexuelle. Comment vous le savez? Est-ce que vous avez les preuves de ça? Est-ce que vous avez des éléments probants qui montrent que elle est homosexuelle? Auquel cas, est-ce que vous êtes allé avec elle? Est-ce que ça également, c'est très difficile à prouver. Il faut faire très attention à ce genre d'informations. Et ça fait partie des informations sensibles. Alors, il y a 3 types de crises. Il y a, par exemple, au niveau de l'équipe nationale, on a parlé de l'élimination de la Coupe du Monde. L'équipe nationale du Cameroun, récemment, quand elle est allée jouer pour les barrages. S'en est suivi beaucoup des polémiques. Et des gens se sont arrangés
à pondre des titres incendiaires. Sur la base de quoi? Mais pour une information comme celle-là, donnez des informations de titres informatifs. Tout simplement. Le Nigeria a gagné au Cameroun sur le score de 1-0. C'est l'information. Mais le Cameroun a perdu parce que tel joueur défenseur a vendu le match. Ça, c'est compliqué. Il y a également la responsabilité. Désignation d'un bouc émissaire. Le Cameroun a perdu parce que le vendeur du match s'appelle le défenseur tel. Ou alors c'est grâce au gardien André Onana que le Cameroun a perdu. Ça, c'est désigner un bouc émissaire. Ça ne se fait pas. De manière déontologique, de manière éthique, ça ne se fait pas. Il y a l'élimination des Lions. Après une compétition, on déclare tout de go, le sélectionneur est incompétent. Il doit partir. C'est trop facile. C'est un raccourci. C'est pas là-bas qu'on vous attend. On vous attend sur l'analyse tactique de l'entraîneur. Les choix de l'entraîneur. C'est là-bas qu'on doit démontrer que, effectivement, cet entraîneur est nul. Mais dit tout de go, l'entraîneur doit partir. Parce que c'est un faux entraîneur. Et vous ne donnez pas d'argument. Ça, c'est un problème. Le journaliste, ou si vous voulez, le journaliste sportif n'est pas un supporter frustré. Nous sommes des Camerounais. Nous allons à une compétition. Nous perdons une finale. Nous perdons une demi-finale. Nous perdons un quart de finale. Ça ne doit pas nous frustrer. C'est les lois du jeu. Quand on va jouer un match, soit on gagne, soit on perd, soit on fait nul. Mais si on a perdu, vous ne devez pas être frustré. Parce que vous devez faire la différence entre vous et le supporter. Cherchez les raisons qui nous ont amenés à perdre. C'est à ça que consiste le travail du journaliste frustré. Ensuite, on a parlé également de scandales institutionnels, FECAFOOT, primes, gestion financière. On a pris comme exemple, cas réel fréquent au Cameroun, les guerres médiatiques entre dirigeants. Vous savez très bien que les dirigeants se battent au Cameroun par médias interposés. Je ne vous apprends rien. C'est une réalité. Il y a encore d'autres scandales institutionnels. On a vu des fuites WhatsApp, des audios manipulés, sans savoir que les gens ne savent pas que quand tu donnes ces éléments-là, il faut les authentifier. Vous savez qu'avec l'IA aujourd'hui, quelqu'un peut parler comme Boubangomna. C'est pas la chose la plus compliquée. Mais il faut les identifier. Il faut les authentifier. Vérifier surtout maintenant l'authenticité de ces informations-là. Identifier l'intérêt réel du public. Quel est l'intérêt réel du public? Est-ce que c'est ce qu'on vous demande de dire? Est-ce que c'est ce qu'on vous demande de faire? Est-ce que c'est ce qu'il faut faire que vous faites? Donc, évitez d'être instrumentalisé dans ces situations-là. Il y a également l'arbitrage, comme autre exemple, polémique. Le célèbre arbitre dont je ne veux pas prononcer le nom ici, MTN Elite, je sais pas, mais bon, il y a cet arbitre-là au Cameroun qui est un sujet explosif. Il y a des erreurs, parce que l'arbitre peut aussi commettre des erreurs. Et ça, je ne sais pas si c'est chaque jour, mais il y a un match qui a fait beaucoup de problèmes, notamment au niveau de l'arbitrage. Le dernier match entre la Colombe et les Panthères, l'arbitre, il faut, avec beaucoup de recul, il faut comprendre que l'arbitre n'a pas appliqué scrupuleusement les règles. Et ça a conduit à ce que ça a conduit aujourd'hui. Ça suppose que vous, en tant que journaliste sportif, vous devez maîtriser les lois du jeu. Si vous ne les maîtrisez pas, il faut aller lire. Il faut lire. Il ne faut pas tomber, entre guillemets, dans les commentaires du quartier. Si vous faites comme le quartier, il n'y a plus la différence entre vous et, entre guillemets, les quartiers-arts. Le dernier module, c'est la responsabilité du média et la ligne éditoriale. Vous savez que chaque média a sa responsabilité. La question essentielle qu'il faut poser, qu'il faut se poser, sans qu'on ne vous dise, votre rédaction soutient-elle un camp? Nous sommes des journalistes. On le sait. On ne vous apprend rien. C'est une réalité. On prend le cas typique du Cameroun.
clivage FECAFOOT, ministère des Sports, des clubs soutenus par une élite régionale, le journal perçu comme un pro X ou un anti Y. Le danger ici, quand vous le faites, le danger, c'est de perdre en crédibilité. Il faut faire très attention. Quand vous alignez sur ce rang-là, vous courez le risque de perdre très rapidement votre crédibilité et surtout votre indépendance. Donc, il faut savoir garder la distance entre le camp que choisit votre média ou bien votre employeur. Mais la seule chose qui pourra vous rendre crédible, c'est de rester objectif. L'objectivité. Si vous êtes objectif, ça veut dire que vous n'êtes pas partie prenante, vous ne prenez pas le parti d'un X au détriment d'un Y. Il y a la ligne éditoriale. Il y a des gens qui travaillent dans les médias. Si tu leur demandes, c'est quoi la ligne éditoriale? Ils ne connaissent que dalle. Ils ne comprennent rien. La ligne éditoriale, ici, c'est un exercice que chaque média présent au séminaire doit pouvoir se dire, sommes-nous un média d'analyse ou d'opinion? Est-ce que nous sommes là pour analyser? Est-ce que nous avons une opinion arrêtée? On reste sur notre opinion? On ne peut pas faire les deux à la fois. Ce n'est pas possible. Est-ce que nous sommes un média qui est là pour publier les rumeurs? Il y a des gens qui choisissent ça aussi. Hein. Ça existe. Ils publient les rumeurs. C'est la ligne éditoriale. C'est un choix. Mais en ce moment, vous restez donc dans la rumeur. Avons-nous une politique de correction publique? Ça, c'est des questions que vous devrez vous poser par rapport à votre ligne éditoriale. Naturellement, il y a la gestion des réseaux sociaux, réalité camerounaise qui est incontournable, WhatsApp, Facebook, TikTok, qui dictent leur agenda. Il y a la pression des fans, il y a le harcèlement, il y a la recherche effrénée du buzz. Il y a d'autres gens qui sont seulement là, qui cherchent le buzz. Le problème, c'est le buzz. Et ils ne sont pas là pour informer, ils veulent le buzz. Si tu veux le buzz, il faut savoir que c'est un couteau à double tranchant. Parce que tu ne vas plus respecter les règles. On dit que tel joueur est mort. Pourtant, le gars n'est pas mort. Tu cours vite, tu peux annoncer qu'il est mort. Il n'est pas mort, le mec. En ce moment, il faut faire attention à ta crédibilité. Le journaliste sportif ne peut pas écrire comme un influenceur. Ça, c'est très important. Le journaliste sportif ne peut pas écrire comme un influenceur. Influenceur, c'est influenceur. Hein? Journaliste sportif, c'est recherche, collecte, traitement, diffusion de l'information. C'est ça. Or, l'autre, c'est pas ça son problème. Il recherche et il donne une opinion, il l'oriente. Vous voyez la différence. Donc, si vous êtes journaliste sportif, arrangez-vous à vous éloigner des influenceurs. Mais si vous voulez être influenceur, cessez d'être journaliste sportif. La sixième partie, l'interactivité fortement recommandée, ça sera à la fin de nos échanges. Pour rester dans le tempo, il y a également des messages forts en ce qui concerne cette thématique qu'il faut retenir. Le sport au Cameroun est émotionnellement chargé. Le journaliste sportif est un régulateur social. L'éthique protège la carrière, la neutralité protège la crédibilité, la rigueur protège contre les poursuites judiciaires. Si vous êtes rigoureux, soyez-en sûr qu'on ne va pas vous poursuivre au tribunal. Mais si vous êtes léger, vous aurez beaucoup de plaintes. Et donc, il faut rester éthique, il faut rester rigoureux pour éviter les poursuites judiciaires. Tel que, en termes de conclusion ici, on va dire dans un pays où le football peut déclencher des passions régionales, des tensions politiques et des espoirs nationaux, le journaliste sportif n'est pas un simple chroniqueur, il est un acteur de stabilité et de pédagogie et de responsabilité. Voilà un peu, en quelques mots, la thématique déontologie et gestion d'information de crise, communication, des crises en cas de défaite, scandale, contestation.
Je pourrais également, à la fin, pour ceux qui veulent, vous donner la note de synthèse. Parce que on se connaît avec le plagiat. Donc, je ne peux pas vous donner tout le document. Je fais une note de synthèse. Je peux mettre à votre disposition. Je vous remercie. Merci au grand frère Bouba Ngomna pour ce brillant exposé, je vais le dire ainsi. On ne va pas vous laisser partir comme ça. On prendra quelques questions, forcément quelques réactions, mais surtout quelques questions en plus des participants qui voudraient bien vous solliciter encore pour quelques minutes afin d'avoir un peu plus d'explications ou d'autres informations qu'ils voudraient par rapport à votre exposé ou alors des questions, mais en rapport toujours avec le thème de ce que vous avez exposé. Merci. Est-ce qu'on aurait des questions? Merci. Bonjour à tous. Bonjour monsieur, je suis Jenny Cambe de la rédaction de Foot ici, Foot IA, désormais. Merci. Vous avez fait un brillant exposé, mais ma question est de savoir, est-ce qu'un journaliste, après avoir fait un constat, peut donner une opinion sur un sujet ou sur une actualité? Je prends le cas de la légende dont on parlait à l'instant, qui a certainement fait couler beaucoup d'encre et de salive à un moment. Et après avoir plusieurs fois communiqué sur des faits, sans prendre parti, est-ce qu'un journaliste peut, par exemple, lors d'un article ou lors d'une publication, suggérer ou interpeller la Fédération camerounaise de football ou la Commission centrale des arbitres sur le cas ou sur les nombreux faits ou les nombreux chefs d'accusation qui vont à son égard? Je vais répondre tout de go, oui, mais à une seule condition. On a beaucoup de genres journalistiques. Faut pas mélanger. Si vous êtes en reportage, c'est chose vue, ressentie et entendue. Vous n'allez pas au-delà. Vous restez sur ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez entendu. Maintenant, si vous faites une chronique, la chronique, c'est un autre genre journalistique qui n'a rien à voir avec le reportage. C'est chronologie, chronique des faits. Ne mélangez pas cela avec le commentaire. Si vous faites le commentaire, vous êtes dans un registre du commentaire. En ce moment-là, oui, vous commentez les faits et vous donnez des solutions. Vous apportez des réponses aux questions ou alors aux interprétations ou alors aux malentendus. Quand maintenant vous sortez du commentaire, vous allez à l'analyse. Et l'analyse nécessite une certaine hauteur. C'est pas, on se lève pas un matin, on commence par faire une analyse. Pour analyser, il faut maîtriser le sujet. Tu ne maîtrises pas, tu n'analyses pas. C'est très important. Et donc, quand vous faites l'analyse, vous avez une situation donnée, vous mettez le doigt sur la plaie, sur la situation en question. Et en mettant le doigt sur la plaie, sur la situation en question, vous ne vous limitez pas à critiquer. Vous pouvez en ce moment apporter quelques éléments de suggestion. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre préoccupation. Je vous en prie. Merci, on va prendre une seconde question. Bonjour à tous. Bonjour. Monsieur Bouba, merci déjà pour les explications. J'ai deux questions. La première, c'est qui concerne la communication en cas de crise. Est-ce que un journaliste, je prends un exemple à la CAN, qui sait par exemple que il y a un cas de blessure d'un joueur clé de l'équipe nationale, peut donner cette information? Je ne sais pas si c'est possible qu'il puisse donner une information sur un joueur cadre qui est blessé. Et ma deuxième question, c'est la responsabilité des médias et la ligne éditoriale. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez nous expliquer pourquoi la presse camerounaise est autant divisée, en ce sens qu'on voit, il y a des journalistes qu'on appelle des hiboux, il y a des journalistes qu'on appelle des églisiens. Donc, à quoi est dû ce phénomène? Merci. Merci, monsieur Nara. J'entre par votre porte de sortie, la division au sein de la corporation. Je dois vous dire, après 27 ans de métier et environ 15 ans dans le journalisme, je dois vous avouer que ça existait depuis. Malheureusement, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Mais sauf que cette fois, c'est grave. C'est très grave. Les gens peuvent même se tuer. Je vous dis, dans les années 2002, 2003,
jusqu'en 2010, où le président Iya Mohamed était président de la Fédération camerounaise de football. Il y avait des pro-IA, il y avait des anti-IA, mais il n'y avait pas la stigmatisation, on n'avait pas étiqueté Ibou ou Glisier, non, il n'y avait pas ça. Mais c'était une critique qui permettait d'avancer. C'était les amis, les frères, de la même maison, parfois au sein même de la même rédaction. Dans la même rédaction, il y avait ceux qui avaient une tendance pro-IA, d'autres qui étaient contre IA, il y avait d'autres qui étaient avec David Mahébi, il y avait d'autres qui supportaient Charles Médec, c'était contrôlé. Et on va dire que c'était peut-être une saine émulation. Ça permettait qu'on critique et qu'on avance. Mais là, maintenant, c'est tellement grave que, moi, je vous prends un exemple. Bon. Donc, on a estimé que je ne devais pas venir ici. Oui. Je ne devais pas venir ici, à cette conférence. Que pourquoi? On dit non, c'est la conférence des Églisiens. Bon, je leur ai posé la question, la science, c'est pour qui? Parce que moi, je viens ici pour distiller la science, c'est le savoir. J'étais pas ici pour parler des Églisiens ou des hiboux. Je parle de la déontologie, je parle de l'éthique, je parle du traitement de l'information, la gestion d'information de crise. Ça concerne et les hiboux et les Églisiens. Donc, je vois pas pourquoi alors, qu'est-ce qui alimente ça? Je vais vous dire. C'est le carburant pour certains. Il y a des gens que, tant que cette situation perdure, ils tirent leur épingle du jeu. Ils sont contents. Mais quand ça va disparaître, ils n'auront plus rien. Et donc, ils ont intérêt à entretenir cela et même à devenir des courtisans. Aller raconter des bobards, des inepties dans le but de saboter X au détriment pour être bien vu. C'est une question d'éducation. Je ne veux pas insulter les générations, mais la génération actuelle, elle me laisse un peu vraiment perplexe. Donc, maintenant, ça profite à qui? Ça profite d'abord à ceux-là. D'abord à eux. Parce que celui chez qui vous partez me dit de l'autre, demain vous allez me dire de lui. Et il le sait. Lui, il le sait. Il le sait. Il n'est pas bête. Il n'est pas fou. Mais vous ne savez pas dans quelle place lui va vous positionner dans sa tête. Il sait exactement qui vous êtes. Donc, il faut faire attention de se retrouver dans ces postures-là. Maintenant, sur la première question. Un joueur blessé, il y a un prosex. Team Presse de l'équipe nationale peut-être va vous donner plus de précisions. On ne divulgue pas une information comme ça au hasard. Elle peut être une information sensible. Elle peut être une information que l'adversaire peut utiliser contre vous. Donc, il y a le prosex au sein de l'équipe nationale. Le médecin peut dire que tel joueur est indisponible. C'est le médecin. C'est un avis médical. Il n'est plus discutable. Ce n'est pas vous qui avez donné l'information. Mais l'information, elle est vérifiée, elle est vérifiable, elle est authentique. Quand vous la rendez publique, vous n'avez pas commis une erreur professionnelle. Ok, vous parlez par exemple tout à l'heure du cas de sélection nationale où vous mentionnez peut-être l'avis où vous donnez l'avis d'un médecin sur l'état de santé d'un joueur. Cependant, je connais deux cas qui ont été un tout petit peu compliqués. On se souvient, il y a lors de la CAN en Côte d'Ivoire où Abouaka Vincent avait été blessé. Canal 2, bien évidemment, par Emmanuel Marop avait traité de cette actualité. Moi aussi, j'avais eu des informations de sources très proches de ce dossier selon laquelle le joueur était forfait et que le joueur ne pouvait plus prendre part à la compétition. Mais sauf qu'après avoir publié ces informations, d'après nos sources bien évidemment, la fédération a fait un communiqué annonçant que le joueur n'avait rien de grave. Mais sauf que le joueur a joué la dernière rencontre des Lions face au Nigeria, quelques minutes seulement, et est rentré en club, resté près de 3 mois sans jouer. Ce qui pose un tout petit peu un problème. Si le joueur était en forme, pourquoi est-ce que le club a décidé de le soigner? C'est la première question. Autre fois aussi, il y a cela quelques temps en France, il y a eu le cas Kylian Mbappé, qui a été annoncé blessé. Pourtant, l'équipe de France avait juste jugé de le préserver ou de lui donner quelques jours de repos. L'équipe de France a annoncé qu'il était blessé et qu'il avait une légère gêne. Mais après, on a retrouvé le joueur et je crois que c'était RMC Sport qui a traité de cette actualité, qui a annoncé que le joueur en question avait juste reçu quelques jours de repos de la part de l'équipe de France. Comment RMC traite cette actualité différemment du service de communication officiel de l'équipe de France? Donc j'aimerais un tout petit peu comprendre.
Bon, je vais faire simple. Hein. J'ai dit qu'il y a un protocole au sein de l'équipe nationale en cas de blessure. Et le joueur lui-même peut prendre sur lui, même blessé, d'accepter de jouer un match. Ça, c'est ça. C'est lui qui devient responsable dans ce moment-là. Le dernier cas, il y a Aubameyang. La dernière CAN. Aubameyang blessé, il ne devait pas jouer le premier match. Mais voyant qu'ils étaient menés face au Cameroun, je crois que c'était face au Cameroun, il a discuté avec le médecin et avec le staff. Il a dit qu'il est prêt. Il accepte de jouer. Or, officiellement, il était déclaré malade. Maintenant, l'entraîneur ne peut pas obliger Aubameyang qui est malade et la maladie est vérifiée d'aller jouer. Il ne peut pas le faire. C'est à ses risques et périls. Et Aubameyang peut lui dire, moi je peux jouer. Je sens que je peux jouer. On a vu des joueurs dans l'équipe nationale du Cameroun jouer avec des infusions au genou. Pourtant, ils étaient malades. On injecte le genou et parce qu'il estime que il doit ou il peut apporter quelque chose, même étant malade, il accepte de jouer. Ça, c'est à ses risques et périls. Maintenant, il y a un autre protocole. Il y a des joueurs tricheurs. Il y a des joueurs menteurs. Peut-être parce que ils veulent fuir le match. Parce moi, j'étais à Blida. Mais il y a un ou deux joueurs. J'étais avec Kondo. Ils ont fui le match. Parce qu'ils se disaient que c'était perdu. Qu'on ne pouvait pas se qualifier. Que c'était impossible de se qualifier à Blida. Ces gars ont refusé de jouer, disant qu'ils étaient blessés. Le lendemain, ils jouent en club. Je ne cite pas les noms. Vous êtes des journalistes, vous allez vérifier et vous allez voir. C'est pour ça qu'il y a une règle au sein de la sélection nationale qui dit que quand vous êtes blessé, vous devez venir en sélection et c'est le médecin qui doit confirmer qu'effectivement vous êtes blessé. Donc ça varie en fonction des situations, en fonction des cas, mais toujours est-il que je sais que vous voulez encore notre échange encore. Mais pourquoi l'équipe de France? Il faut avoir les éléments, c'est-à-dire exacts sur l'information que vous donnez. Est-ce que vous avez les preuves? C'est pour ça que les preuves sont, quand tu affirmes quelque chose, quand tu vas au tribunal, la première des choses, apporte la preuve. C'est ça le tribunal, apporte la preuve de tes déclarations. Si tu me portes plainte, par exemple, pour diffamation, on va te dire, va apporter la bande où je t'ai diffamé. Ce n'est pas à moi de te donner la bande. C'est toi qui dois venir avec la preuve que tu as été diffamé par moi. Donc, dans le cas d'espèce, je ne vois pas comment l'équipe de France, parce que tu ne sais pas quelle information RMC a. Et il faut rester prudent. Il ne faut pas être ridicule. Parce que tu vas porter plainte à quelqu'un, et demain, la personne apporte la preuve de ses déclarations. En ce moment-là, c'est toi qui deviens diffamateur. Ok. Vous voulez me tuer des questions? Il y a un Thierry qui va passer aussi, non? C'est pas possible. Okay, good morning, everyone. My name is Lambert Onana for NTV. My question is asked on communication crisis, especially scandal. We know that news is perishable. So if you stay long, news disappears. And how do we manage to balance speed and time and accuracy and ethical values as well when you have a scandalous news? You know that if you publish it, it's going to cause something havoc in the ears of your listeners or your audience. Then how do you manage? Because sometimes you need to treat it and verify and try to embellish it in a type that is going to limit the damage. How do you manage this kind of scandalous information which you have to pass? And secondly, Jonique behind me has given, he said, and on a situation which he believed he was passing good information, but the player played the match. It shows that probably he was not credible. How you as a media personnel or as a media institution, how do you wash out away your image after publishing something which has discredibilized yourself? Thank you. Merci. Sur la première information, sur le scandale, c'est vrai que l'information est une denrée essentiellement périssable. Mais il faut éviter de tomber dans le scoop. Parce qu'on veut donner vite une information, mais on ne recoupe pas l'information. J'ai pris l'exemple ici des informations sensibles. Des informations sensibles, il faut faire très attention parce que ces informations peuvent nuire à l'institution.
cette information peut nuire au pays. Elle peut même vous nuire au cas où vous n'arrivez pas à apporter la preuve. Je vous raconte une anecdote. Et si vous voulez, peut-être deux. La première, c'était en 2010. Nous étions à la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Il y a un problème qui s'est posé au niveau du choix du gardien de but. En 2010, il y avait Idriss Carlos Kameni et il y avait Souleymane. Sur le plan sportif, le mieux capé et celui qui était à même de garder les buts de l'équipe nationale, c'était Idriss Carlos Kameni. L'Espagnol de Barcelone, machin, ses stats, tout ça était à sa faveur. À côté, celui-là qui a permis au Cameroun de se qualifier à la Coupe du Monde 2010, qui a joué presque tous les matchs héroïques, c'était Souleymane. Et vous savez comment ça s'est passé pour choisir finalement le gardien? Je vous jure, on a lancé la pièce. Ndoé là, il était pas encore team press. On a lancé la pièce. Pour dire, bon, ok, Souleymane, tu es face, tu es pin, vous deux, vous êtes bons, mais vraiment, on ne veut pas. L'entraîneur de l'époque, c'était Volker Finke. On ne veut pas vraiment. On lance la pièce, et puis, quand on lance la pièce, oui, le Gwen. On lance la pièce. Celui qui va gagner va jouer. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Mais nous, on était là. C'est pas la fanfaronnade, hein. Je vous dis, authentique. Dites-moi, en tant que journaliste, je dois venir relayer cette information? Je dois venir dire que pour que Kameni ou bien Souleymane nous joue, on a lancé la pièce? Vous pouvez demander même aux joueurs de l'époque. Demandez au président de la fédération. Capitaine. Et lui, il a fait du Ponce Pilatisme à cette époque-là. Parce que, en tant que capitaine, il pouvait dire que je veux que tel joue. C'était ses deux copains. Elle a dit, vraiment, moi, Souleymane est fort, Kameni est fort, les deux sont forts, donc vraiment, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, moi, je n'ai pas de problème. Il y avait déjà une crise. Il y a eu cette même crise en 2014. Sur le choix même des joueurs. Ça a failli lors du premier match. Cameroun-Danemark, Mexique, je crois qu'on a perdu le match. On a perdu ce match-là. Et la décision avait été prise par les cadres de remplacer l'entraîneur. La note était venue de Yaoundé, où c'était Tungu Pile et François Omambi qui devaient continuer avec l'équipe. On nous a réunis dans une salle pour annoncer l'information. Le ministre des Postes, c'était Adoum Gawa. La même décision est revenue encore par téléphone. Il faut sursoir et laisser l'entraîneur continuer. J'ai quel intérêt de venir relayer ce genre d'informations au public? Ça donne quoi? C'est quoi la plus-value? Si ce n'est pas les likes ou bien... Les likes, c'est pour les influenceurs. C'est pas pour les journalistes. Il faut faire le distinguo entre les deux. C'est pas la même chose. Donc, il y a une responsabilité du journaliste dans la diffusion d'une information. Ce n'est pas parce qu'une information est vraie qu'il faut absolument la diffuser. Il faut comprendre, il faut peser. L'information que je donne, elle fera plus de mal que de bien. Et bien, si elle est fondée et si elle doit faire plus de mal, on s'abstient. On ne va pas mourir, il y aura une autre information qui fera plus de bien. Et on va la donner. On ne sera pas moins journaliste. Prenez l'équipe de France. Voilà. Est-ce qu'on vous a dit tout ce qui s'est passé autour? Est-ce que vous saviez ce qui s'est passé à l'intérieur? On vous a seulement dit ce que vous devez savoir. Mais derrière, c'était hideux. C'était hideux. Donc, il faut, pour me résumer, toute information sensible, il faut faire très attention, il faut réfléchir. Ce n'est pas une question de vérification de sources. Non, on n'est plus là. Elle est fondée, elle est vraie. Mais je la donne. Elle sert à quoi? C'est quoi la plus-value? Est-ce que ça ne déstabilise pas l'équipe? Est-ce que ça ne crée pas des contradictions entre les joueurs? Est-ce que ça n'explose pas le vestiaire? Est-ce que ça ne fragilise pas l'entraîneur?
C'est pour ça que je vous parlais de journalisme patriotique. Je vous parlais de déontologie. Je vous parlais d'éthique. Ça revient à la conscience de journaliste. Maintenant, si vous cherchez les likes, vous cherchez autre chose, c'est un choix. Vous choisissez. Et bon, après, les conséquences vont arriver. Bonjour, je suis Gaëlle Stéphanie Menga. Ma question est de savoir quelle est l'attitude professionnelle adoptée en temps de crise lorsque les sources officielles ne sont pas accessibles et qu'on a une commande de la rédaction. Quand vous avez une commande de la rédaction, limitez-vous sur les faits. Les faits. On dit que les faits sont sacrés. Les faits sont sacrés et têtus. Mais si vous glissez aux commentaires, si vous glissez à l'analyse sur une information sensible, forcément, si vous n'êtes pas outillé, il faut être outillé parce qu'on parle quand on dit analyse, il faut être outillé. Être outillé ici, c'est avoir les fondamentaux, avoir le bagage nécessaire de pouvoir soutenir une hypothèse ou une thèse. Il faut pas être léger, il faut pas être approximatif. Mais quand vous êtes face à une situation pareille, vous vous limitez aux faits. Les faits sont sacrés, les faits sont têtus. En journalisme, on parle de sacralisation des faits. Personne ne pourra vous poursuivre si vous avez donné les faits. Rien que les faits. Mais c'est de votre responsabilité. Vous devez trier. Parce que c'est pas votre rédaction qui va vous faire dire ce qu'elle veut dire. Parce que même en tant sur la loi sur la communication, vous êtes le responsable. En cas de pépin, le journaliste est poursuivi, le directeur de publication est poursuivi, et maintenant le responsable de l'article. Or, le responsable de l'article aurait pu ou aurait dû éviter tout cela à cette chaîne si le responsable était un tant soit peu responsable. Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, bonjour. J'avoue que si j'étais pas venu, j'aurais raté ce banquet. Monsieur Bouba, je vous félicite, hein. Vraiment, on retient beaucoup, hein. La situation de votre exposé est magnifique. Et puis les réponses que vous apportez sont tout aussi agréables. Mais je voudrais d'abord retoquer sur la question de la dame. Si on fait la commande, le journaliste ne répond pas à la commande. Si vous ne sentez pas le sujet. Parce que l'information de commande, c'est quoi? En faveur, pour détruire, pour lyncher, pour flinguer. Non. Un bon journaliste. Encore que, dans le journalisme approfondi, vous pouvez refuser. Il y a ce qu'on appelle la clause de conscience. Si vous ne sentez pas un sujet, si vous n'avez pas le matériau nécessaire, vous le faites pas. Le simple fait déjà de dire qu'on a commandé un article, vous voyez un peu ce que ça donne. Maintenant, je voulais simplement dire cela pour dire que, en fait, le module 3 est presque, comme on dit, le cœur du ballot de ce séminaire. Parce que éthique, déontologie et gestion de l'information sensible ont un ancêtre, la responsabilité du journaliste. Parce que dans l'éthique, où il y a la pureté du langage, le savoir dire, vous avez la responsabilité. Dans la déontologie qui appelle au respect des canons du métier, vous avez la responsabilité. Dans la gestion de l'information sensible, où on appelle, n'est-ce pas, la nature de la matière éditoriale qu'il faut mettre dans le contenu, soit de son propos ou alors de son article, il y a aussi la responsabilité. Maintenant, si nous sommes d'accord que la responsabilité est l'ancêtre de tout cela, il faut savoir quel est le recul qu'on marque. Est-ce que on a fait une bonne collecte? Parce que le problème aujourd'hui avec les jeunes confrères, c'est que, un, ils ne lisent pas. Deux, ils ne pratiquent pas la collecte de la source. Ils ne vont pas aux sources. Et trois, en réalité, parfois, ils écrivent pour faire le remplissage ou alors ils parlent juste parce qu'ils ont le micro. Quelqu'un disait que, tiens, la parole c'est comme un pistolet chargé. Est-ce que le journaliste qui s'engage à parler, à dire, est-ce que il se pose même les premières questions? Maintenant que je vais écrire, j'écris quoi? J'atteins qui? La cible que je vais atteindre, je l'atteins comment? Il y a en cela des journalistes, ou alors, entre guillemets, qui vont avec des a priori. Quand quelqu'un dit, je m'en vais couvrir la canne pour montrer comment les lions ne sont pas en forme, ou alors l'équipe de Pagoula ne fera rien.
vous êtes limité. Parce que quel que soit le classement qu'il fera, quelle que soit la beauté des actions, vous allez vous bander les yeux et vous ne pourrez que répondre, n'est-ce pas, à la commande qu'on vous a faite. Allez dire que ces lions-là ne feront rien. Et ça se voit. Maintenant, quand nous parlons, par exemple, de collègues qui on rencontre, est-ce que les journalistes comme nous aujourd'hui rencontrent ceux qui ont fait ce métier? Est-ce qu'en sport, combien rencontrent Abel Mengue pour rencontrer les épopées de tel? Combien? Parce qu'on n'avait pas de background. Vous êtes obligé, vous êtes appelé à faire, n'est-ce pas, ou broder, ou alors du remplissage. Parce que Bouba vient de parler des deux gardiens. Beaucoup de gens ne savent pas pourquoi Nkono joue en 90 alors que tout le monde a préparé Bell. Ça, l'information que j'ai, je la tiens de Pascal Onabailon, qui était en 90, n'est-ce pas, le trésorier de la FECAFOOT, et Toto qui était, je crois, le président. Lorsque Bell a accordé une interview où il dit que l'Argentine pourrait donner 5, il y a un problème. Parce que le journaliste, qui part comme un ami à Bell, puisqu'il est un ami, un stagiaire, pendant que son journal cherche la une, il dit non, mais Bell a dit que le Cameroun prendrait 5. Le rédacteur en chef lui dit, mais voilà la grande une. Au départ, ce n'est pas parti pour ça. Au départ, quand Bell parle, ce n'est pas parce que le journaliste va aller dire que vraiment le Cameroun va encaisser 5. Mais lorsqu'il a dit ça, vous voyez la responsabilité et vous voyez comment il met Bell en difficulté. Ça fait que il faut trouver autre chose. Si le gardien a dit qu'on pourrait prendre 5, ça veut dire que dans la tête, il a un problème mental. Et du coup, quand comment faut faire le ministre et les autres staff, on dit que non, Bell ne peut pas jouer. Il faut envoyer quelqu'un convaincre Nkono de jouer. Nkono dit non, je peux pas jouer, on envoie Manga Ongene. Mais quand Manga Ongene lui-même va voir Nkono, il lui dit vraiment, ne joue pas. Parce que si le titulaire a dit qu'on peut encaisser 5, alors tu dis seulement que tu ne joues pas. Et justement, tout le monde qu'on arrive avec Manga Ongene, on lui dit que bon, bah, faut faire lui dire, il dit non, moi je joue pas. Je suis venu pour être le numéro 2, vraiment, c'est Bell. On lui dit non. Bell ne peut pas jouer. C'est Pascal Onabailon qui dit bon, ok. À supposer que vous faites la petite entrée et faites un échauffement et que Bell se casse le pied, tu fais comment? Il dit je joue. Il dit ok, considère qu'avec l'interview de Bell ne peut plus jouer. Donc il a un problème. Voilà comment on le joue. Mais les Camerounais qui rapportent cela, on fait plutôt une opposition. Mais beaucoup de gens n'ont pas vu, je sais pas, l'aspect précieux et peut-être même la prudence. Parce que ça aussi, nous avons un problème qui a eu cours, ce qu'on voit maintenant, ça a eu cours, au début des années chaudes en 90, avec le multipartisme, où on avait divisé la presse en deux. Il y avait la presse publique et la presse privée de l'opposition tapageuse et irresponsable. Pourtant, en mon sens, il n'y a pas de presse privée, il n'y a pas de presse publique, il n'y a pas de journalistes privés, il n'y a pas de journalistes publics, il n'y a pas de journalistes à charge, il n'y a pas de journalistes flingueurs, il n'y a pas de journalistes qui est le béni oui-oui. Parce que nous partons tous d'un fait. Si la maison commune, c'est le journalisme. Maintenant, quand on se spécialise pour soit l'analyse sportive ou bien le reportage sportif, il faut comprendre qu'on cesse d'être un communicant. Parce que ça aussi, la maison mère, c'est la communication. C'est pour ça que quelqu'un qui est chargé de la contenu, c'est de la communication, à un moment donné, personnellement, je pense qu'il cesse d'être un journaliste. Parce qu'il a plus le recul et la froideur nécessaire. Pour être sincère, il est obligé de communiquer pour sa chapelle. Donc, est-ce que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous allons pour être journaliste, pour être communicant d'une faction, ou alors simplement pour passer le temps? C'est pour ça que je reviens toujours que la responsabilité est importante. Si vous mettez entre parenthèses, je vais chuter par là, la responsabilité, vous n'êtes pas conscient de ce que une information peut détruire un pays, peut détruire un système. Non, faites attention. Je vais faire une digression pour parler, n'est-ce pas? Oui, juste une digression. Pour parler du top 50 des homosexuels. Vous savez que les journalistes avaient publié, vous avez parlé de cela, que tel est homosexuel, tel est... Mais ça crée un désordre pas possible. À cause d'un journaliste. Parce que le journaliste que vous êtes, il faut toujours savoir, raison garder. Est-ce que vous écrivez pour tuer? Vous écrivez pour saboter ou alors vous écrivez pour informer et pour éclairer. Merci beaucoup, Soulé. Allez, c'est un autre exposé. Je pense que non, on va. C'est bon. Je pourrais éventuellement peut-être en dehors ici autour du petit déjeuner, on pourra peut-être s'il y a d'autres gens qui souhaitent avoir des informations précises,
je suis disponible à pouvoir apporter quelques. On me dit on a largement dépassé le temps qui était prévu. Thierry doit revenir également sur un autre aspect de cette thématique. Donc, si on continue avec les questions, on risque de partir ici à 18h. Donc, vraiment. Merci. Je vous prie d'applaudir encore très fort pour Monsieur Bouba Ngomna, qui, je vous le disais, c'est important de participer à ces séminaires parce qu'il y a également des expériences magnifiques à partager. J'espère qu'à côté de la pièce entre Kameni et Souleymane, dans les couloirs, on pourra avoir un autre petit biscuit. On va passer cette fois-ci le micro à Monsieur Thierry Elindo, team presse de la sélection A du Cameroun, mais qui est surtout et d'abord journaliste capé, avec lui également son expérience de journaliste de sport, qui va la partager avec nous et qui va nous donner à son niveau également quelques consignes, et pourquoi pas également un petit biscuit. On sait qu'il en a. Pour certains qui le connaissent, si tout à l'heure j'ai dit que pour le grand frère Bouba, les intimes l'appellent le bi, certains connaissent aujourd'hui ou peut-être n'ont pas eu la chance de connaître le téléphone rouge. Je n'en dis pas plus. Merci. Excusez-moi, je préfère rester assis. Il y a une vilaine grippe qui me menace depuis 3 ou 4 jours. Ça commence à aller. J'avoue que lorsque Madame Messéné m'a contacté pour ce séminaire, j'avais le choix, soit faire un exposé un peu comme Bouba, soit alors faire une sorte de partage d'expérience. Et je sais que beaucoup souhaitent la deuxième hypothèse, et c'est celle-là que j'ai choisie. Dans ce thème-là, je vais me limiter, puisque je suis passé de l'autre côté, même si je reste journaliste. Pareil, je suis le chef de chaîne de Sky One Radio. Donc, je vais faire mien de tout ce que Bouba a dit parlant de l'éthique et de la déontologie, et également la responsabilité du média, la ligne éditoriale. Vous savez, chaque média a sa ligne éditoriale et on n'y peut rien. Je pense que j'ai eu un débat dans un forum il y a quelques semaines avec Junique et d'autres. Je leur disais, vous pouvez pas imposer une thématique à un média. Chaque média a sa ligne éditoriale. Elle peut être bonne pour vous, elle peut être mauvaise, mais on se doit la respecter. Donc, vous pouvez pas refaire le synopsis d'une émission ou alors la thématique d'un débat précis. Donc, je vais me limiter beaucoup plus à la gestion de l'information sensible et à la communication des crises. Les lions indomptables, je le dis toujours, c'est quand vous êtes à l'intérieur, vous n'avez plus de vie. Au début, moi, j'avais perdu la notion du temps. Parfois, on était dimanche en stage, je ne sais même pas qu'on est dimanche. Parce que vous êtes, c'est hôtel, restaurant, start. Hôtel, restaurant, start. Hôtel, restaurant, start. Et à un moment donné, vous perdez un peu la notion du temps. Et j'avoue que pour cette sélection, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais on va pas violer, hein. On va se limiter. On va pas trop entrer dans les secrets du vestiaire. Le vestiaire est sacré. Même votre femme, vos enfants, vos proches, personne. Vous avez ça, vous gardez. Ça ne sort pas, ça sort très peu. Et quand ça sort, c'est orienté, c'est ciblé. Moi, je me souviens lorsqu'on est rentré de la Coupe du Monde au Qatar, les gens qui sont venus chez moi, ils voulaient absolument savoir. Tout le monde avait une question. Qu'est-ce qu'Andro en a fait? Je lui ai dit, je suis venu boire ta bière, non? Voilà la bière que les brasseries nous ont offert. Buvez. Pour le reste, laisse. Donc, généralement, la préparation d'une compétition débute au lendemain de votre dernier match éliminatoire. Et ça s'accentue beaucoup plus à partir du tirage au sort. Là, tout est sensible. Parce que vous êtes déjà dans la compétition. Il faut dire que la FIFA et la CAF ne lésinent sur aucun moyen. Fait des séminaires. Donc, c'est vraiment, vous êtes contrôlé. Moi, je me souviens, pour la Coupe du Monde au Qatar, la FIFA nous a saisis en août pour une compétition qui commençait en novembre parce qu'elle voulait enregistrer l'entraîneur. On est allé en Corée du Sud pour 2 semaines de stage. Elle est venue pour enregistrer Vincent Ouaka et Faye Collins. Donc, on vous suit. Ils ont fait la même chose. Là, c'est la CAF. Vous vous souvenez des photos de Brian Bomo au Cap-Vert? C'était le choix de la CAF. La CAF a envoyé 2 personnes au Cap-Vert pour l'enregistrer. Donc, généralement, les relations entre le team presse et l'organisateur, au cas d'espèce, la CAF ou la FIFA, elles sont généralement verticales. Vous faites absolument, il y a un cahier de charges que vous devez respecter. Si vous passez à côté, il y a des sanctions. On est en plein match. Je vais beaucoup illustrer. Je sais que beaucoup attendent ça. Nous sommes en plein match à Casa contre un club de première division. Je reçois un coup de fil. C'est le responsable marketing de la CAF qui me demande de supprimer on avait fait une publication sur le nouveau maillot. Je lui dis, mais nous sommes à J-2. Nous ne sommes même pas encore sur le site. Il dit non, réalisez bien encore la charte. Donc, les pubs, les top sponsors de l'Africa Foot, on a été obligé de tous les enlever. Si vous avez remarqué, on n'a pas fait de dossier de presse pour la CAN. Parce qu'on voulait pas frustrer certains de nos top sponsors. Orange, on pouvait mettre, OneXBet parce qu'ils sont partenaires de la CAF. Mais les boissons du Cameroun, G-Tour et tout ça, Sky Motors, on ne pouvait pas. On ne pouvait pas prendre le risque de mettre d'autres et de léser certains. Donc on a fait l'impasse parce qu'ils contrôlent tout. À l'Ankara, en Côte d'Ivoire, on est obligé de refaire tous nos supports à l'hôtel président. Ils veulent rien voir, c'est leur compétition, c'est comme ça. À la FIFA, même c'est pire, la veille de match, on vient, on vérifie tout jusqu'aux chaussettes, les écouteurs, c'est très sensible. Bon, vous savez comment les joueurs sont.
ils écoutent, mais parfois, ils remettent la même, donc vous êtes obligé de faire la police. Donc c'est sensible. Et il y a beaucoup de choses, malheureusement, que certains de la presse ne savent pas. Et c'est que beaucoup, hein, même Priscille, le match vous dit, c'est fermé. C'est fermé, mais je vais dire, c'est fait à dessein, mais également, c'est pour se protéger. Bouba l'a dit tout à l'heure. Il y a des informations que vous avez, mais dans l'intérêt du groupe, vous ne pouvez pas les publier. Donc, c'est toujours comme ça. Junique, ça tombe bien parce que j'avais gardé cet exemple. Lorsque Vincent Ouaka se fait mal, nous sommes en pleine séance d'entraînement, nous sommes le 12 décembre. La CAN commence le 13 et on joue notre match le 15. Il se blesse à 72 heures du match contre la Guinée. Mais ce que nous, on ne sait pas, c'est que avant même qu'on ne quitte le site d'entraînement, l'information est déjà dehors. Raymond Kala, le team manager de l'époque, il me montre. S'il m'appelle, Amoto, regarde. Je vois, on est tous. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on m'a déjà coupé l'herbe sous le pied. Parce que la réaction ne peut plus être la même parce que l'information est filtrée. Est-ce que c'est le joueur? Est-ce que c'est quelqu'un dans le groupe? On ne sait pas. Mais l'information est dehors. Ça commence à aller dans tous les sens. Toute cette nuit-là, c'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Et une lueur d'espoir apparaît lorsque le médecin de l'équipe, parce que généralement, pour ceux qui parlaient des blessures, le premier avis, c'est celui du médecin. Toujours. Premier avis. Je vais même vous dire que lorsqu'il y a, généralement, à l'éveil de match, lorsque le ministre vient dans la tanière, il y a toujours le médecin qui prend la parole. Après le capitaine, il donne le bulletin de santé. Donc c'est le médecin ce soir-là qui dit, on va faire une IRM. Parce qu'il est pas sûr, le docteur Fautou n'est pas sûr. Donc il y a une petite lueur d'espoir. Et le matin, j'avais fermé le téléphone. Je vous dis la vérité, j'avais fermé le téléphone. Parce que toute la nuit, ça n'arrêtait pas de sonner. Mais il y a une petite lueur d'espoir le matin, inattendue. Je vais la citer. Madeleine Sopicotte. Elle m'écrit, elle me dit, s'il te plaît, je vais te faire lire ma note parce que même au niveau de la présidence de la République, c'est en train de bouillonner. S'il te plaît, lis, corrige et dis-moi si je peux publier. Ça, je ne m'y attendais pas. Parce que d'autres m'écrivaient, est-ce que c'est vrai qu'Abouaka est blessé? Mais je ne peux pas confirmer, même s'il est blessé. Je ne peux pas confirmer. Si je confirme, c'est une source et je ne suis pas, il va me citer. La plupart des cas, il va me citer et je me grille là. Elle me dit, s'il te plaît, je lis. Elle lit au téléphone et elle m'envoie. Je lis, je lui dis voilà. Et là, je lui dis, à 9h, ils vont faire une IRM. Aboubacar a joué 2 semaines après, c'est vrai, c'était 80%. Donc c'était ça. Il y a tellement d'exemples. Il y a des informations qu'on a en interne. Les gens le savent peut-être pas, la presse, peut-être ça a fuité. Mais vous ne savez pas, par exemple, qu'au Qatar, il y a un joueur qui a boudé la conférence d'avant-match. Je ne vais pas donner le nom du joueur ni le match, mais il a boudé. Alors qu'il avait déjà été notifié à la FIFA qu'il sera là. Heureusement qu'à cette période-là, la FIFA ne mettait pas encore tout en ligne comme elle le fait maintenant dans les médias Channel, un peu comme la CAF fait. Il m'a d'ailleurs dit en langue maternelle, je ne vais pas, dis-leur que je ne vais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit que je ne vais pas. Nous sommes à 3-4 heures du match. Je vois le team manager. Le team manager me dit, qu'est-ce qu'on fait? Je reste tranquille. Après, je lui dis, on va prendre tel joueur. Je ne cite pas le nom du joueur, sinon vous saurez. Mais beaucoup ont déjà compris. On prend le joueur, on fait la confé. Mais ce que moi j'ignore derrière, c'est que la FIFA va frapper la FECAFOOT de $7,000 d'amende. Mais la presse ne l'a jamais su. Parce qu'on ne peut pas divulguer ça en pleine compétition. C'est le président lui-même qui m'annonce. Parce qu'on avait déjà envoyé le nom. Heureusement que le média officiel de la FIFA, qui est avec nous à Doha, c'est le même pour ceux qui étaient à la CAN, le match Cameroun-Afrique du Sud, Mustapha, un Égyptien. C'est lui gentiment on a géré ça. On a remplacé le joueur. Mais ça, on ne peut pas le dire au public, ni relayer ça. C'est contre-productif. Et ça va plutôt alimenter les polémiques. Vous voyez, je suis allé déjà pendant la commission, même avant. Le dernier exemple, je l'ai vécu moi-même. Avant la CAN. Canal Plus m'écrit par le biais de son représentant ici, son correspondant. Ils veulent faire une interview avec le coach. Je dis, oh, c'est une bonne idée. J'en parle à toute la chaîne de commandement, le coach jusqu'au président. Tout le monde est d'accord. Et c'est même le président qui me suggère, me dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça au niveau de l'immeuble siège? Je dis, ça, c'est une bonne idée. Comme je connais comment on fonctionne chez nous, j'ai été également journaliste, je le suis toujours. Je demande le protocole d'interview. Il m'envoie le protocole d'interview par mail. J'envoie au coach, il dit au coach, voilà. J'envoie à tout le monde jusqu'au président. On est tous d'accord. On vient, on fait les repérages. J'étais ce jour-là avec mon chauffeur. On arrive au siège, on commence. Les ouvriers travaillent, on a demandé de stopper. Il insère une question qui n'est pas dans le conducteur. Question vraiment insidieuse. Et alors, coach, est-ce que vous avez des garanties que c'est vous qui allez faire les listes, c'est vous qui allez faire le 11 entrant, c'est vous qui allez faire la compo, c'est pas le président de la FECAFOOT? Je reste tranquille, je veux pas couper l'interview. Il finit. Quand il finit, je lui dis, il voit comment ma mine s'est décomposée. Ils étaient tous surpris. Le coach lui-même. Si on laisse, il dit, non, coach, on ne laisse pas. Parce que si on laisse, c'est une mauvaise habitude. L'intervieweur, Lionel Messi, me dit, mais, tu n'as pas, je lui dis, montre. En fait, il a supprimé cette question dans le mail initial, envoyé par Canal+. Il m'a plutôt renvoyé un autre mail sans la question. Je lui dis, si ça passe, rendez-vous à la CAN. Ce sera entre Canal+ et moi. Et si vous diffusez,
tout le monde à la FECAFOOT est au courant du protocole. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Mais si ça passe, ce sera, je vais vous blacklister. Je lui ai dit ça. Il était dépassé. Il me dit, mais c'est même ça l'interview. Je dis, non, ça peut pas passer parce que le protocole d'interview que tu m'as envoyé ne contenait pas cette question. Et elle est insidieuse. C'est vrai que David Pagou avait bien répondu. Vous savez, les entraîneurs, quand vous êtes team press, vous devez connaître la personnalité de tout le monde dans le staff. David Pagou, je crois qu'il n'est pas très différent de Rigobert Song. C'est des gens sympathiques et qui ont de l'empathie. Non, quand je parle dans la manière de faire, je sais pas, je connais pas l'état de vos relations, et dans la manière de se comporter avec la presse, il veut toujours bien faire plaire à tout le monde, répondre à toutes les questions. Je lui dis non, si je laisse, ce serait une mauvaise habitude. Et à la CAN, non. Je lui demande les roches des interviews. Et avant Talent d'Afrique, 2 heures avant, il m'envoie tout, il me dit j'ai supprimé vraiment. Je lui dis, tu n'avais pas le choix. Si ça passait, c'est à la CAN qu'on allait se retrouver. Donc, on est obligé parfois, comme on dit, d'avaler des couleuvres en interne. Bien sûr que chez nous, il peut y avoir des clans, il peut y avoir ceci. Bien sûr qu'il y a des fuites. Et parfois, quand vous m'écrivez, je sais, je comprends. Mais je ne vais jamais vous dire ce que vous voulez entendre. Si vous me demandez de confirmer que 2 joueurs ont bagarré, je peux pas quand même vous dire ça. Ou bien qu'un joueur est sorti. Encore qu'il y a même des choses que moi j'ai pas vécues. Je vais pas revenir sur l'épisode Marc Brice. Parce qu'il y avait vraiment des choses parfois au réveil que moi j'ai découvert. Beaucoup. Pourtant, quand vous êtes le média officiel d'une sélection, vous êtes des 3 compétitions que j'ai gérées. Ma chambre a toujours été à côté de celle de l'entraîneur. Je sais pas si c'est le coordinateur de sélection qui l'a toujours fait, mais c'était toujours comme ça. Même à la CAN en Côte d'Ivoire avec Rigobert Song, au Qatar, on était 6 par palier. J'étais le voisin de Rigobert Song. Même avec David Pagou, c'était comme ça. Chaque fois, même si on changeait de ville, d'hôtel, on me mettait toujours soit avant, soit en face. Mais toujours. Parce qu'il faut collaborer. S'il y a une information, je dois avoir l'info, même si je ne vais pas la traiter. Je ne dois pas être surpris. Je vous prends le cas, Olivier Ncham. Il se blesse. Mais bon, comme lui, il n'a pas c'est un binational. Donc, il comprend pas. Il se confie, je sais pas à quel journal, à l'équipe, et ça fuite. Et heureusement que lui aussi joue le dernier match contre le Brésil. Parce que l'équipe avait parlé Olivier Ncham forfait jusqu'à la fin de la compétition. Donc, moi, je vous comprends toujours. Mais on ne peut pas, parce que le vestiaire, c'est sacré. C'est sacré. Les joueurs se lavent nuit, se baladent devant, on voit tout dans le vestiaire. On entend tout, on prie ensemble. Quand il faut s'engueuler, on s'engueule. Bon, pas forcément moi, mais on vit tout avec cette équipe. Tout ce qui se passe dans le vestiaire, vous n'imaginez même pas. Même votre épouse à la maison, c'est motus et bouche cousue. On ne parle pas. Et je comprends souvent l'embarras de beaucoup d'entre vous. Mais comme je le dis souvent à certains, je souhaite que la plupart d'entre vous soyez à ces places-là également. Vous comprendrez la difficulté. Je me souviens, on est à Abu Dhabi, on prépare la Coupe du Monde, c'était chaud. Zambouangui, ça venait d'arriver, il y avait eu, il a bagarré, il a pas bagarré. Ça a failli me faire douter. Ou que j'ai demandé à 2, mais je dis, est-ce que c'est le même match que j'avais vu? Pourquoi? Je dis que non, c'est comme ça. Younis Pascal Fouda, je continue de penser que c'est le meilleur, à ce poste. C'est le meilleur, c'est lui qui a révolutionné ce poste. Il m'écrit. Il dit, parce qu'il m'appelle Hitler, bonsoir. Je sais ce que tu vis. Je suis passé par là, courage. Ça m'a réconforté. C'était vraiment tendu. C'était tendu parce que ça n'allait pas. Parce que le rôle du team press aussi, c'est de faire la veille médiatique. Et j'avoue qu'avec l'avènement des médias 2.0, comme on les appelle aujourd'hui, les réseaux sociaux, vous pouvez pas courir. Vous vous souvenez quand même que certains médias avaient écrit sur WhatsApp et sur Facebook que Samuel Eto'o et Rigobert sont bagarrés au Qatar, non? Vous vous souvenez? En pleine Coupe du Monde. J'ai fait comment pour moi venir dire que ça se passe comment? Pour que tu vas c'est surréaliste. C'est surréaliste. Mais je comprends. Il y a la quête de l'info, il y a le scoop. Mais le team press n'est pas l'ennemi de la presse. L'information potable, préparation, les matchs, le regroupement, on peut. Mais quand c'est déjà les cancans, même si on ne parle de vrai là-dedans, je vais jamais dire. Parce que j'ai le devoir de protéger le groupe. Donc les relations avec la presse, elles sont horizontales, mais elles sont parfois compliquées parce que vous avez des journalistes qui ont des lignes éditoriales bien distinctes d'autres. Donc vous êtes obligé parfois de gérer cela. Vous pouvez pas répondre à tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc l'information est sensible et surtout en pleine compétition. Je vous dis, l'équipe nationale Fanon du Cameroun, je sais pas, j'ai failli parler, il y a j'ai parlé de Mystique. Elle est entièrement à part. C'est une équipe entièrement à part. Vous croyez, quand vous êtes à l'intérieur, ne pensez pas qu'on vous observe. Parfois, vous avez des gens en civil que vous voyez là, vous savez pas d'où ils viennent, mais c'est des gens des renseignements qui ne voyagent pas avec vous. Mais en pleine compétition, vous les voyez. Et qui font des rapports. Donc, vous ne pouvez pas, là-bas, quand vous êtes, et c'est le conseil que je donne généralement à tous les nouveaux membres du staff. Là-bas, c'est pas tout ce qu'on voit qu'on parle. Quand tu rentres du stage, tu fais ton rapport, tu attends le prochain. Donc, souffrez. Junique, souffrez. Parfois, même, dit faux. Grand, est-ce que tel joueur sera là? Grand, est-ce que tel sera là? Je peux pas dire. Même si je sais. Parce que je suis au courant de toutes les listes. Toutes les listes, même celle de l'Australie, je peux vous dire que, elle est déjà là. Elle est déjà là. Mais je peux pas vous dire pourquoi, parce que
c'est de, vous vivez avec le groupe, vous ne devez pas faire sortir un certain nombre de choses. Donc, il y a tellement de cas comme ça. Vous vous souvenez, par exemple, j'insiste sur le caractère sensible. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, mais dont vous n'êtes pas forcément au courant et c'est fait à dessein. Vous vous souvenez, parce que quand vous regardez le match à la télé, on n'a pas le même regard que nous qui sommes derrière le banc de touche. Ils appellent ça zone technique. Vous vous souvenez de l'incident Raymond Kala, Maton Ongla. Match Cameroun-Suisse. C'est un match qui, pour moi, jusqu'aujourd'hui, me donne des insomnies. Parce que si le Cameroun est éliminé de la Coupe du Monde, c'est à partir de ce match. On n'a jamais eu une première manche comme celle-là. Sur toute la période de Rigobert Song, on a dominé la Suisse. C'est-à-dire, comme on dit, de la tête jusqu'au pied. Pendant 45 minutes, on a fait preuve soit d'individualisme, soit de maladresse. On a eu 3 occasions nettes de but. Choupo-Moting, Bemo, Toko et Kambi. On mérite d'aller à la pause avec au moins 2 buts. Pourquoi pas 3? Mais, oui, 3, si vous revoyez la première mi-temps. On domine la Suisse, mais les Suisses comprennent, ils changent, ils inversent Chaka qu'on ramène en 8. Et nous, on est frustrés. Donc quand on la sort, il ne salue pas Raymond Kala, c'est un geste de frustration, mais qui n'est pas apprécié par Rigobert Song qui le sermonne le lendemain de l'entraînement et on la présente des excuses. Moi, le matin très tôt, je décide parce que la gestion de la com à la Coupe du Monde n'est pas la même qu'à la CAF. Parce qu'en Coupe du Monde, vous avez tout un média center qui est géré par vous, le team presse. C'est vous qui appelez pour qu'on ouvre et qu'on ferme. Donc, généralement, j'ai demandé qu'on ouvre pour que la presse camerounaise puisse travailler parce qu'il y avait toutes les conditions. Je décide donc parce que chaque jour, il y avait soit la zone mixte, soit des conflits. Je décide d'envoyer on en zone mixte. Et il y a un journaliste camerounais qui voit ça. Il me fait un voice d'à peut-être 5 minutes. Jacques Marcel Etiga, responsable de la communication du SINAFOP. Il me dit, non, tu ne peux pas l'envoyer là-bas. Les gars vont le fusiller. Ils vont le fusiller. Non, pourquoi vous pensez que tout est comme ça? Mais il va là-bas, on lui pose des questions, il s'explique et il donne sa version. Et ça passe. Imaginez si je l'avais donc pas envoyé. Ça aurait enflé peut-être en zone mixte, quelqu'un lui aurait tendu un micro. Donc, c'est généralement très sensible, mais moi, je vous comprends. Et c'est la raison pour laquelle parfois j'essaie de tirer certains en aparté pour leur dire voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y en a, certains sont là. Donne-moi l'info, je vais pas le citer, mais je peux pas faire ça. Si je fais ça, qu'est-ce qui va t'empêcher de me citer? Pour confirmer ta source. Si je le fais, je deviens comme une sorte de top. Parce qu'à un moment donné, justement, à l'époque de Rigobert, on avait ça chaque fois. Pour ceux qui suivent vraiment cette équipe, vous avez remarqué qu'après la Coupe du Monde, pendant quasiment 1 an, il y avait toujours des fuites d'informations. Sur la compo, c'est foot. Toujours. Systématique. On avait fini avec le photographe Ulrich, on s'était demandé qu'est-ce qui se passe. Toujours. Systématique, il y avait toujours la compo. On est allé aux États-Unis, je contre le Mexique, la compo a fuité. Toujours. Alors, à la CAN, qu'est-ce qu'on a commencé à faire? Parce qu'on soupçonnait également des joueurs. De dire au team manager, parce que généralement, on communique la compo après le repas, sur une réunion. Mais les joueurs le savent déjà puisque la mise en place tactique, tout est dévoilé. On a commencé à faire, on donne la compo le plus tard possible. Comme je le disais, c'est très sensible. Vous ne pouvez, moi, par exemple, il y a des gens qui m'écrivaient, des entraîneurs, des personnes, tel ministre va avoir la compo. Qu'est-ce qu'un ministre fait avec la compo du Cameroun en pleine CAN? Tel directeur, tel délégué, sérieux, hein? Il veut la compo. Parfois, on envoie même des collègues du staff, ils viennent dans ma chambre. Est-ce que tu peux me montrer, c'est tel ministre, c'est tel? Je dis, mais, vous faites quoi avec la compo? Donc, parlant maintenant de la compétition en elle-même, comme je l'ai dit, vous êtes obligé de vous adosser sur le canevas tracé par l'organisation. La FIFA et la CAF, vous n'allez pas en deçà. Vous avez vu, pour ceux qui étaient à la CAN, il y a eu une innovation majeure, la zone mixte, la veille des matchs. Pour que les journalistes aient quand même je vais le confesser, je l'ai dit à certains qui sont venus au stade militaire pour l'entraînement des locaux, que j'ai joué au malin pendant la CAN, avec les médias détenteurs de droit. Ça, c'est une malice. Parce que on avait pour ambition d'avancer masqué le plus longtemps possible. Donc, qu'est-ce que moi je faisais? Parce que quand on joue la Côte d'Ivoire, les gens commencent à se rendre compte que ça, c'est une équipe qui risque de faire du grabuge. Canal+, Beansport, l'équipe, RFI, tout le monde veut venir dans la tannée. C'est d'ailleurs ils ont les droits. Mais qu'est-ce que je faisais? Je jonglais. Vous voyez, demain, c'est veille de match, on va voyager, demain. Donc, je vous traîne comme ça le plus long. Et à la fin, personne n'est venu dans la tanière. Je sais, c'est malsain, mais c'est la roubladise également. C'est le vécu. Parce que vous protégez l'équipe. Protégez l'équipe. Vous avez vu, les gens ont apprécié le discours du sélectionneur, mais c'était travaillé, en fait. C'était travaillé. Généralement, c'était comme ça. On va à la confé, dans le véhicule, on répète un peu. Parce que je connais tout le monde. Je sais que MSI, il va pas poser une question insidieuse. C'est foot, je sais. C'est activiste, je sais. Je connais la psychologie de tout le monde. Donc, et c'était toujours ça. Vous avez toujours les questions de ces foot orientés. Et comme David Pagou en caractère, c'est quelqu'un de posé. Vous avez vu qu'à la fin, contre le Maroc, il a failli craquer. Mais c'est retenu. Il avait dit, coach, on va essayer d'enfoncer le clou, mais il faut te calmer parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vous faites exactement ce que la CAF ou la FIFA vous recommande. Vous n'allez pas au-delà. Vous n'allez pas au-delà, vous n'inventez rien. D'ailleurs,
c'est la FIFA et la CAF qui gèrent les confés d'avant-match et même les séances de veille de match. Donc, le team presse et spectateur, il devient juste le convoyeur des joueurs. Au convoyeur, vous n'avez rien à dire. Donc, maintenant, parlant de les scandales, j'en ai parlé. Quel que soit ce qui se passe dans le vestiaire. C'est vrai, il y a des fuites. J'avais vu l'échange entre Marc Brice et Timothée Atuba qui est sorti. Dans ce coup, j'étais là. Il y avait également la sécurité militaire, ils étaient en civil. Donc, n'importe qui pouvait le faire là. N'importe qui pouvait le faire là. Donc, les défaites, c'est pas souvent évident. C'est pas souvent évident. Surtout en compétition officielle, d'aller prendre un joueur. Parce que je sais quoi, c'est que les médias détenteurs de droits sont prioritaires. Généralement, 10 minutes avant la fin du match, on vous envoie ça. On veut jamais mettre les numéros, les dossards. Numéro 8, numéro 10. Ils veulent, c'est obligé. Et quand vous perdez, ça devient compliqué. Hein, Tanou? C'est pas évident. J'avais Charlotte Pélagie et Youm qui ne me laissaient pas, lors de la dernière CAN. Mais ce que j'ai apprécié, c'est j'ai quand même vu, parce que, après la défaite contre le Maroc, honnêtement, je me demandais, est-ce que ces gamins vont aller? Mais ils sont partis parler à la presse. Ça, j'avais apprécié. J'ai eu un seul souci. C'était à la Coupe du Monde. Justement, match contre la Suisse. C'est mon regret, hein, ce match-là. Toko et Kambi, il boot, il finit par aller. Patrick Mboma, qui était avec nous, il me tire de côté, il me dit, voilà, tu sais, j'ai joué, quand c'est comme ça, il me donne quelques tuyaux. Tu laisses d'abord le joueur. Il récupère, parce qu'il y a la frustration. Il laisse sortir ça, et tu reviens tranquillement, tu lui dis, tu as été retenu par tel média pour t'exprimer. Il va bouder, mais il va partir. Surtout. Quand vous gagnez, c'est free. C'est free. Il veut absolument parler. Quand le Nigeria nous bat à la CAN, moi, je vois Olivier Ncham qui tout ce qu'il voyait, comme on dit, beauté. Il n'est pas fâché d'aller parler à la presse, c'est qu'il n'en revient pas après un tel match. Donc, vous êtes obligé de gérer ça comme ça. Bon, les scandales, comme je l'ai dit, dans chaque sélection, il peut y avoir des bisbilles. Mais est-ce que c'est à moi de les faire ressortir? Non. C'est dommage, hein. Bouba l'a dit, mais on n'y peut rien. Vous savez, à une époque, il y avait les fan clubs. Je crois que c'est le ministre Michel Zoua ou Augustin, l'un des deux, Michel Zoua, ils avaient demandé, il y avait des fan clubs et tel joueur. C'était terrible. À l'époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme maintenant. C'était des bagarres terribles. Donc aujourd'hui, on le vit un peu. Vous avez un média qui est pro X, pro Y, pro Z. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut connaître la personnalité de chaque membre du staff et des joueurs. Les Gobert sa façon de manager n'est pas très différente de celle de David Pagou. C'est-à-dire, il te laisse dans ton domaine, tu lui fais des propositions, et il adore parce que c'est lui qui a le dernier mot. Bon, Marc Brice, c'était pas évident. C'est vrai que vers la fin, il s'est assagi. Chaque fois que je demandais à Marc Brice, quel est le joueur qu'on va amener en conférence de presse avant match, il me donnait un nom, et il changeait. On n'a jamais eu. La seule fois qu'il a donné un nom qui est resté, c'est le fameux jour-là. Où il y a eu la fameuse conférence ici avec les joueurs. La seule fois. Et j'avais déjà compris, parce que on est également vieux dans le métier. Donc je savais que quelque chose se préparait depuis l'Afrique du Sud. Parce que chaque fois que je lui demandais, moi je ne choisissais plus les joueurs pour lui. Il me dit, Tchatchou après change, il me dit, Ongla change. Mais le joueur m'a dit, Onana. Il n'a pas changé. Non, là n'a pas changé. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que tout ce qui s'est passé en salle, lors de la confé, c'était prémédité. Et j'avais déjà l'information. Et avant qu'on aille en confé, quand on arrive au stade, Abouaka Vincent me dit, s'il te plaît, protège l'entraîneur. Je dis, mais Abou, je vais protéger l'entraîneur. Est-ce que l'entraîneur lui-même, il accepte, il écoute? Et je lui relate donc. Pour ceux qui étaient au tirage au sort de la dernière CAN, Canal Plus m'écrit. D'abord, on a un forum de tous les médias officiels. Ils disent, s'ils ont les droits, ils vont interviewer le sélectionneur après le tirage au sort. Le service de communication de la CAF m'écrit, Cynthia, elle m'écrit. Il y avait le coach et le team manager qui partaient. J'ai écrit à l'entraîneur samedi. J'ai dit, coach, voilà. On va vous interroger sur ça, voilà, un peu. Il me dit, oui, Thierry, c'est bon, j'ai compris. Je réitère la même chose au team manager. J'ai dit, Nico, faut suivre le voilà. Vous avez vu la suite, non? Je n'ai pas peur des tout. J'étais perdu. Mais ça sort d'où? Donc, mais beaucoup ne savent pas que derrière, on peut croire, on a travaillé. Je lui ai dit, parce que pour ce tirage au sort, il a tout fait pour partir avec Moununga. Il a fallu que Nicolas nous dise, tonne pour qu'il y ait trois passes. Donc, quand la cérémonie s'achève, au lieu d'aller faire l'interview tranquillement, il est allé faire ça. Donc, si vous ne connaissez pas la personnalité de votre entraîneur, vous avez vu la scène où on m'a filmé après le match non, c'était fait à dessein. Parce qu'il y avait une question insidieuse qu'on répétait dans mes oreilles et le coach ne suivait pas. Il a donc voulu se retourner pour répondre et moi j'ai bloqué. Et moi j'ai dit si c'était à refaire, je le referais parce qu'à un moment donné, l'entraîneur, comme je l'ai dit, David Pagou, il a de l'empathie pour tout le monde. Il veut plaire, il veut répondre à tout pour satisfaire tout le monde. Mais c'est de mon devoir également à un moment donné de bloquer. Bon, ça c'est allé dans tous les sens. Bon, pour l'arbitrage, je crois qu'avant chaque compétition, il y a toujours un expert qui vient parler aux joueurs.
Mais ce que moi je faisais avec les joueurs avant chaque match, quand j'avais déjà la liste des officiels, je leur donnais les caractéristiques de l'arbitre central. Toujours. Pour qu'ils sachent que, et si vous avez été attentif pour le match contre le Maroc, oui. Mais à un moment donné, ceux qui étaient au stade, je crois que vous l'avez vu. Nous, tu l'as pris le ballon, non? Il a mis le ballon, il a dit qu'on ne joue plus. Il a mis le ballon. À la télé, vous ne pouvez pas voir. Il a mis le ballon, il a dit qu'on sort. On lui a dit, je ne fais pas ça. Parce que tu ne sais pas ce que ça peut, si tu insistes. Tout le banc de touche, et nous, on lui a dit, laisse. Donc, c'est, le team press, il n'est pas que team press. Il est parfois confondu en team security. Vous n'imaginez pas le nombre de fois que le président m'a envoyé des photos des joueurs, des endroits, mais je veux comprendre. Expliquez-moi. Parce que c'est l'image. Donc, il y a tellement de sensibilité avec cette sélection, surtout cette sélection-là. Parce que, n'en déplaise, hein, cette équipe-là, c'est une équipe, même les mamans qui sont dans l'arrière-pays, quand les Lions jouent, personne ne dort. Donc, tout est sensible là-bas. Tout est sensible. Parfois, il y a des fuites qui n'émanent pas de vous, qui ne sont pas de votre fait. Et quand il y a des fuites, vous êtes obligé de vous jongler, vous faites le dos long. Vous ne confirmez pas, vous n'infirmez pas. Moi, à 2 reprises, des gens ont voulu m'enregistrer. Et mon téléphone m'a signalé. Il a dit que 2 journalistes t'appellent, ils lancent. Et ça me signale dès que je raccroche 2 fois. À l'époque où ça chauffait là. 2 fois. Parce que c'était la période la plus difficile. Difficile dans tous les sens. Vous avez vu, on a même écrit que on a agressé l'entraîneur à l'aéroport de Luanda. Oui. On a même écrit. Oui. Des agresseurs dans la tanière. C'était ma photo avec celle de Benoît Angwa. Benoît Angwa l'a très mal pris. Il a voulu attaquer, porter plainte. C'est moi, matin, je lui dis, laisse. Si tu le fais, on va dire que c'est le président de la FECAFRI qui t'a envoyé, laisse. Quand ce n'était même pas le cas. On est à Luanda. Parce que, ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est qu'à l'aéroport de Nsimalène, Benjamin Banglok a agressé physiquement Benoît Angwa. Et ça avait irrité tout le monde, même les policiers, même les joueurs. Donc, lorsqu'on arrive à Luanda, bon, je vais pas dire ce staff-là. Certaines personnes se rendent compte qu'elles n'ont pas dormi. Ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Je crois que vous avez lu ça. Les gens n'arrivent pas à dormir. Ça va dans tous les sens. L'entraîneur qui confisque les passeports des joueurs à quelques heures du match. La police angolaise qui arrive à l'hôtel, qui veut me noter certaines. Comme ça que les passeports commencent à sortir. Mais ça, nous, on ne peut pas publier ça. Même si les gens qui l'ont fait, c'est des gens qui ne nous sont pas sympathiques. Ils ont pris y compris le mien, pendant 2 jours. C'est lorsque le professeur Kouvon, qui était le chef de la garçon, demande qu'on fasse venir la police angolaise. Les passeports des encadreurs sortent d'abord. L'entraîneur a les passeports des joueurs. Le commissaire du match qui doit faire le contrôle la veille, après la séance de veille de match, donne rendez-vous le matin. C'est comme ça que tout va se négocier là-bas. Parce que le professeur Kouvon menace de retirer le badge à Marc Brice, c'est comme ça qu'il remet les badges. Mais ça, on ne peut pas le dire. Parce qu'on a un match crucial. On a un match crucial. Il y a tellement de cas qu'on peut évoquer comme ça. En Libye, on a vécu, c'était pas vraiment évident. Bon. Et je dois le dire, hein, si le président de la FECAFOOT et l'entraîneur de l'époque n'avaient pas parlé au jour avant le match, je pense que les joueurs auraient craqué. Parce que tout était fait pour qu'on craque. Vous savez un peu comment ça fonctionne en Afrique du Nord. C'était pas évident. Au retour, le Wi-Fi qui ne fonctionnait pas à l'aéroport, à l'aller fonctionnait curieusement. On arrive pour embarquer, on trouve tous nos bagages sur le tarmac à minuit, 1h du matin. On est obligé nous-mêmes de faire la manutention pour faire tout ça. On ne peut pas évoquer ça. Donc, il y a tellement de choses qu'on est obligé de garder pour l'intérêt du groupe. Il y a des frustrations et des joueurs, parfois, ils se sentent pas, mais on est obligé de garder. Vous savez peut-être pas que, à la veille du match contre le Brésil, Jean-Charles Castelletto et Nicolas Nkulu qui sont blessés, ils disent à Rigobertson qu'ils veulent jouer. Et Castelletto, il a eu un choc là et il fallait drainer l'eau qui stagnait. Il dit que lui veut jouer comme ça. On dit que tu ne peux pas jouer. Mais ça, on garde ça. L'incident Andronana. Parlons ça. Moi, je l'apprends le matin du match. Je l'apprends le matin du match. Et de la part de qui? Du président. Mon passant me dit, c'est que ton fils ne joue pas. Le président lui-même qui a été informé par le joueur. Moi qui suis le voisin de palais de Rigobertson, quand il fait sa réunion avec ses collaborateurs, je suis pas au courant. Je découvre le matin. Et contrairement à ce que les gens ont toujours dit, c'est pour ça, à un moment donné, on est obligé d'avaler ça. Il a fait 2 jours avant de partir de là. 2 jours. Le match qu'on l'a servi, il était à l'hôtel, il est reparti le lendemain. Parce que c'était pas définitivement calé. Mais qu'est-ce qu'on a vu après? On a vu, je vais citer la chaîne Equinox, venir faire un direct en bas à l'hôtel lorsqu'il partait. Donc, c'est des choses nous autres ne maîtrisait pas. Donc, ce qui s'est passé, je vais pas revenir là-dessus. Je vais jamais le dire. Oui, je vais jamais le dire. Mais je lui avais dit à lui que le jour où tu parleras, je parlerai. Parce qu'on sait tout ce qui s'est passé à cette séance d'entraînement-là. On sait qui a parlé. Il n'y a pas encore eu prescription, mais j'estime que ce sont des choses du vestiaire. Mais tout le monde qui était là sait exactement ce qui s'est passé. Je n'avais jamais vu Rigobertson aussi énervé. C'était ma première fois. J'ai vu Rigobertson énervé 2 fois. Ce jour-là. Et après le match perdu contre la Namibie. 2 fois, j'ai vu Rigobertson énervé en sélection. Où il parlait, vous voyez même des veines qui sortaient là, parce qu'il était vraiment hors de lui. Or, vous connaissez le personnage. Mais qu'est-ce qui a bien pu l'énerver comme ça?
Parce que contre la Namibie, Aboubakar Vincent voulait prendre la parole, il dit, Abou, je t'ai pas donné la tu ne parles. C'est encore le président de l'Afrique qui venait calmer Rigobert Song. Il parlait dans les vestiaires, tu venais de l'extérieur, tu sais, ça tonnait. C'était vraiment surprenant de le voir comme ça. Donc, beaucoup de choses se passent dans les vestiaires, mais nous, en tant que responsables, on ne peut pas en parler. Parfois, même nos amis, certains qui nous sont présents, ils vous écrivent. Vous n'allez jamais, Richard, vous n'allez jamais, on ne va jamais vous dire. Hervé Patrick, vous écrivez, parfois, me fait même le reproche. Priscille, dit que, mais tu es, bon, Camer Foot, je connais pas. Vous savez quand même qui est le patron de Camer Foot, non? Vous savez qui est quand même le patron. Voilà. Quand vous dites qu'ils écoutent, il y a beaucoup, on peut prendre beaucoup d'exemples. Donc, le média fait son travail. Le responsable de la com fait également son travail. Mais les amis de MSI savent. Lorsqu'ils nous ont suivis, ils étaient dans l'escorte, on est arrivé pour notre match, on voulait le huis clos. On les a mis dehors. On les a mis dehors pour le match amical au Maroc. Ils étaient là. Ils étaient dans c'est lorsqu'on arrive au stade qu'on se rend compte que MSI était dans l'escorte. Parce qu'ils avaient un van qui ressemblait à notre van du matériel. On a laissé. Ils sont entrés. Et quand on les a identifiés, ils sont repartis. Donc, et, je vais le dire, moi, j'ai le président de l'Africa Foot. Il suit cette équipe. Donc, même moi, le team presse, je suis scruté. Moi, il m'est arrivé à Abu Dhabi d'être appelé par lui à 2h du matin. Parce qu'il y a des informations qui avaient fuité et on voulait savoir exactement. Donc, on était tous perdus. Donc, c'est hyper sensible, surtout lorsque la compétition s'approche. Je crois que de toutes les compétitions, celle où j'ai eu le moins de problèmes, c'est celle-ci. Celle du Maroc. Parce on a pris le temps de travailler. Parce que lorsque la liste est sortie, on a créé un forum WhatsApp uniquement avec ces joueurs-là. Donc, chaque jour, toutes les informations, quelles qu'elles soient, on a mis le médecin, on a mis le team manager, on a mis le team président, chacun vient avec. Si bien que, vous avez vu, pour chaque match de la CAN, je vois qu'il n'y a que Tanou qui ne le faisait pas. Lui, il me contactait 2 jours. Comme c'est demandé. Mais les autres, parfois, c'est 3 jours. Ou bien après le match, il te demande déjà les 3 jours qui sont. Je dis, mais on a encore 3 jours devant nous. Il te met la pression. Et là, qu'est-ce que nous on faisait avec les joueurs? On informe les joueurs. Je leur dis que c'est la CAF, c'est obligé. Il vient. Et il le prenait bien. Bon, il arrive également de protéger certains joueurs, quand c'est pas évident. Vous savez qu'il y a des joueurs qui ont l'expression facile. Et ça, il faut le savoir. De tous ces joueurs que j'ai vu passer, je crois que le meilleur communicant, sans compter, c'est André-France Zambouanguissa. Il est pas mal. Brian Bomo également. C'est pas mal. Noutolo, dans son style aussi. Il y en a qui n'aiment pas trop. Qui préfèrent l'exprimer sur le terrain. Tani Namasso, par exemple. Et Kofan, lorsque je lui dis que tu vas faire la conférence d'avant-match, le soir, il me dit qu'il a mal au ventre. Mais il était anxieux. Il me dit, est-ce qu'on ne peut pas changer? Il a mal au ventre. Je dis, tu ne peux plus, mon petit. Tu vas aller. Je lui dis, voilà. Il dit, ok. Donc, il appréhendait ça. Parce que lui, je l'ai observé. Il est comme, c'est le chat, en fait. C'est quelqu'un qui est là. On ne sait même pas s'il est avec vous dans le staff, dans l'équipe. Il passe comme ça. Et j'avais remarqué ça. Donc, du coup, j'ai compris que le gars voulait s'extirper. Mais je lui ai dit, tu ne peux plus. Tu vas faire tu ne peux plus, on t'a déjà. Donc, vous êtes obligé parfois de jouer avec ça. Et bon. Et j'ai quand même une dernière expérience, quand on rentre de la CAN en Côte d'Ivoire, on est reçu par le SGPM. C'était quand même bizarre, parce que on m'appelle comme ça, je suis chez moi, c'est vous, monsieur Thierry, je dis oui, je vous appelle depuis le Premier ministère, on veut votre mail. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On m'envoie le mail. Je suis invité à aller dire ma part de vérité, si on veut comme ça, à la CAN. J'envoie au président, j'envoie au sélectionneur. Eux aussi me disent qu'ils viennent également de recevoir pour eux. Quand on va au Premier ministère, on nous a reçu un peu comme le feu à Idjo, le président Idjo faisait. Donc, on commence par le plus capé. On a d'abord pris le président, on l'a reçu. Quand tu ressors de là, tu ne repasses plus voir les autres pour leur dire comment ça s'est passé. Tu vas dans l'ascenseur, on appuie. Tu descends. On est arrivé à 14h. On m'a reçu à 18h30. Donc, quand Rigobert s'en va, j'ai fait encore 1h15. On coupe la clim, on remet, on coupe la. Il y a un petit journal de Cameroun Tribune qui est là. Je dis, mais. Et quand on me reçoit, j'entre dans la salle, il y avait 2 abat-jours là. Le GPM assis au milieu, il y a 2 dames là, il les présente, commencent donc à discuter. C'était comme des échecs. Donc, et c'est à ce moment qu'on comprend. Donc, l'équipe nationale du Cameroun, c'est pas ce que vous voyez là. Et les gars vous posent des questions, vous dit, alors que vous avez remis un rapport, vous posez des questions, est-ce qu'on vous tire les verres du nez? Poliment, mais de manière structurée. Donc là également, vous avez une certaine réserve, parce que vous n'allez pas tout dévoiler là-bas. Vous n'allez pas aller, parce qu'il y a eu plusieurs rapports. Il y a eu des rapports des joueurs, 2 groupes de joueurs. Ça, je peux le dire, c'est pas caché pour la CAN. 2 groupes de joueurs ont fait des rapports qui étaient différents l'un de l'autre. Et ça a failli créer ce que ça a failli créer. Mais dans tout ça, au milieu de la crise, quand vous êت l'attaché de presse de l'équipe, vous ne gérez pas ça. Si tel joueur est avec tel, votre devoir, c'est de faire votre travail. Votre travail, uniquement votre travail. Et je précise que quand vous avez la gestion de ce genre d'équipe, et comme je l'avais dit une fois sur MSI, laissez la liberté aux joueurs. Vous n'êtes pas leur ennemi.
Vous êtes leur grand frère. Vous les laissez dans leur espace. Il y en a qui fonctionnent à l'affectif. Il y en a qui aiment un peu les blagues. Il y en a qui sont vraiment introvertis. Introvertis. Il y en a. Namaso. Il parle très peu. Quand on dit bain de glace, il est toujours l'un des premiers. Dès qu'il finit, il va dans sa chambre. Ils sont comme ça. Il y en a qui aiment. Contrairement à ce qu'on voit, Carlos Baleba, c'est un bon chambreur. Excellent chambre. Très bon danseur même. Donc, il y a, dès que vous connaissez tout ça, vous savez comment les aborder. Baleba, par exemple, lorsqu'il est homme du match contre l'Afrique du Sud, il veut pas aller. Je dis, mais tu vas recevoir ton trophée, tu vas faire comment pour ne pas y aller? Et il se lance. Donc, il faut parfois flatter leur ego. Donc, vous êtes à la fois team press, vous êtes comme un père, comme un grand frère pour tous ces joueurs-là. Vous n'avez pas de parti pris. Même quand il y a une discussion, vous dites ce que vous avez à dire. Et vous faites vraiment l'effort. Quand moi je rentre d'un stage, après là, sauf s'il y a une information à communiquer, je parle très peu. Très peu. Parce que, vous savez, hein, on se connaît, hein, surtout, nous de la presse là. On va dire que vous avez un mot landolais. Voilà. Vous allez, même si je sais également ce qui se passe derrière. Donc, pour moi, le caractère sensible, il est sacré. Et, généralement, vous faites fi de ça. Vous gardez ça pour vous. On n'a même pas besoin de vous faire une doctrine. On n'a pas besoin de vous faire une doctrine. Vous avez vu, le président, lorsqu'il est venu dans les vestiaires après le match, tout le monde était courroucé. Vous avez vu, il a dit pas de déclaration. Parce que ça pouvait aller dans tous les joueurs étaient frustrés. Ils avaient l'impression, ils l'ont dit, qu'ils pouvaient jouer toute la nuit. Donc, chaque fois qu'ils mettaient de l'intensité, l'arbitre sifflait. Donc, ça les démoraliser à un moment donné. Donc, ça, vous n'allez pas également le dire. Donc, vous ne pouvez pas vous substituer aux joueurs. Parce que vous êtes un aîné. Donc, pour me résumer, quand vous êtes en sélection, je vais pas dire, c'est pas la grande muette, mais on n'est pas loin de là. Je vous remercie. Merci à monsieur le team presse de Lyon A, monsieur Thierry Lindo, qui a partagé avec nous son expérience. Je voudrais déjà préciser que depuis le début de cette journée, nous sommes en direct sur les antennes de Média Sport Info Télévision, MSC qui diffuse en direct. C'est le média officiel et partenaire de ce séminaire de formation sur le journalisme sportif organisé par madame Priscille Messéné. Et puisqu'on va y aller dans la séquence des questions-réponses, je veux dire de nouveau bonjour à monsieur Diallo Tanou, qui était déjà avec nous hier, officier média à la CAF, mais il a précisé hier qu'il n'était pas ici dans cette qualité. C'est important de le préciser. Il est là en tant que journaliste, collègue et confrère pour partager également avec nous son expérience, oui, de journaliste, mais également de média officer. Et je crois que hier, dans ses propos, dans ce qu'il a dit, on s'est aussi retrouvé dans ce que Thierry nous a présenté ici ce matin comme team presse. Il y a une question qui nous vient tout droit de la rédaction de MSC à Douala, parce que c'est vrai que le directeur de l'information, M. Eveka, est ici avec nous, et qui va dans le sens de la proposition que Diallo nous faisait hier. Quand il parlait hier, il disait qu'il aurait souhaité que le team presse soit là. Aujourd'hui, le team presse est là. Et cette question également revient de MSC. Est-ce que vous permettrez à Thierry que je pose la première question. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité, durant des compétitions à l'international, de regrouper les journalistes, bon, puisqu'on parle du Cameroun, pour avoir des séances de travail afin d'essayer, même si ça ne se dit peut-être pas, de contrôler un tout petit peu de la meilleure des façons l'information qui pourrait tourner autour de la sélection nationale, autour des joueurs, pour avoir une bonne communication et surtout pour ne pas exposer la sélection et ses joueurs. Oui, c'est mon credo. J'ai voulu le faire au Maroc, mais vous vous êtes rendu compte qu'on était toujours en mouvement. On n'avait pas moyen. Et ce n'était pas vraiment évident. On a joué le premier match à Agadir. 2 jours plus tard, il fallait voyager pour Marrakech. On a joué à Marrakech le lendemain matin très tôt. Il fallait revenir à Agadir, jouer à Agadir et repartir 2 jours après sur Rabat. Et ce n'était pas évident de trouver un créneau, parce que notre base était à Agadir. C'était vraiment, et les journalistes connaissaient également les conditions dans lesquelles certains ont voyagé. C'était pas évident de rassembler tout ce monde-là. C'est un peu mon regret que j'ai voulu, parce si on était à Casa, si on était vraiment dans la poule de Casa, ça, j'aurais pris sur moi. Mais étant donné qu'on était un peu des pigeons voyageurs, on faisait pas 2 jours au même endroit, c'était pas évident de le faire. C'est ce que j'ai voulu essayer, mais je pense que ça, c'est quelque part dans un coin de ma tête, on le fera, tôt ou tard, à un moment donné ici, d'être profitant des regroupements qu'on aura ici. Vous savez, c'est vrai, il y a un regroupement en juin, c'est des matchs amicaux, mais à partir de septembre, il y a les éliminatoires de la CAN. Peut-être qu'on profitera de ça pour travailler. C'était vraiment mon regret au Maroc, parce qu'on n'était pas stable. On bougeait beaucoup. On a fait Casa, Agadir, Marrakech, Rabat. C'était pas très évident de trouver un créneau avec les aides d'entraînement et surtout le froid qui ne permettait pas que les gens se déplacent comme il faut. On a une question ici. Bonjour à tout le monde. Bonjour Monsieur Ndo. Merci pour les anecdotes croustillantes que vous avez tenu à partager avec nous. La question que je vais vous poser sur le pas, c'est de savoir quelles sont les mesures préventives que vous prenez, justement parce que vous avez parlé tout à l'heure de la possibilité pour vous d'être pris pour une taupe.
en termes d'informations et vous avez besoin, bien sûr, de garder la tanière sereine et de ne pas divulguer certaines informations. Quelles sont les mesures que vous prenez pour qu'il n'y ait pas de fuite à l'intérieur? Parce que ce soit dans le staff, que ce soit parmi les joueurs, il y en a qui sont capables, justement, de relayer une information à un proche ou à un média proche à eux. Et lorsque c'est fait, est-ce qu'il y a des sanctions pécuniaires, administratives, voire même sportives qu'ils encourent? Merci. Patrick Bilon. Hein. Oui, je te connais. Non, parlant de ça, pour les mesures, il y a une approche didactique. Si vous voulez, pédagogique d'abord. On parle au coach, on parle au capitaine. À l'époque de Rigobert Song, moi, je parlais au manager sélectionneur et au team manager de sensibiliser les joueurs. Et derrière, je parlais au capitaine, aux deux leaders, Vincent Waka et André Franck Zambouanguissa, par rapport à un certain nombre de choses. Mais bon, on peut pas stopper. Vous avez bien vu que ça sortait. Ça s'est même amplifié sous Marc Brice. Donc, à un moment donné, avec tout ce qu'il y avait comme pression, tension de toutes parts, c'était difficile de juguler parce que vous allez dire à un joueur, il va le comprendre, mais derrière, donc, la responsabilité incombe d'abord à l'entraîneur de parler. C'est un peu ce que David Pagou essaie de faire en ce moment. Généralement, lorsqu'il prend les rênes, lui les cache. Il préfère évacuer tout et demande à chacun de ses collaborateurs de faire des précisions. Il l'a fait hier. Les joueurs sont présentés. Tout le staff s'est présenté. Les joueurs sont présentés. Il a donné à chaque membre du staff pour donner des consignes, pour dire un certain nombre de choses. Donc, ça part de là. Maintenant, on ne peut pas tout contrôler. On peut pas tout contrôler. Vous avez parlé de Nike tout à l'heure. Vous savez qu'il y avait eu une grosse embrouille autour des mots de Nicolas Anelka et Raymond Domenech dans les vestiaires. Apparemment, le journal d'équipe pensait avoir les vrais mots. Il avait traité de sale con. Mais Anelka, Domenech dit que c'est pas ce qui a été dit, mais lui ne veut pas dire. Donc, il y aura toujours des fuites. Mais on limite au maximum en conscientisant les joueurs et les encadreurs. Vous savez qu'avant ça, il y avait même parfois moi je me souviens pour la CAN ici au Cameroun, il y a un joueur, je ne vais pas le citer, qui enregistrait l'entraîneur concesseur lorsqu'il donnait son 11 entrant et ça se retrouvait dehors. Surtout quand il ne joue pas, il le fait à dessein. Donc on essaie de parler aux joueurs, de responsabiliser les joueurs et de leur dire voilà. Donc c'est pas sûr à 100%, mais au moins on passe le message. Bon, pour les sanctions, comme je l'ai dit, c'est l'entraîneur, il n'y a pas encore de sanctions pécuniaires prévues pour ça. Mais pour les autres sanctions, si vous arrivez en retard au repas, généralement c'est 500 € pour les joueurs, hein, et pour le staff. Donc des sanctions comme ça. Les téléphones, par exemple, ne sont plus admis à table. Donc, mais pour les fuites, il faut qu'on identifie. Donc c'est souvent ça on peut avoir des soupçons, mais tant qu'on n'a pas la preuve, comme Bouba le disait, la preuve matérielle, que c'est lui qui a fait ça, c'est souvent difficile. Donc, du coup, on est obligé de supputer. Donc voilà. Ok. Bonjour à tous. Bonjour à Monsieur Ndochiri. Franck Montréal Lima, c'est mon nom. Merci. Merci également pour cette expérience partagée. Depuis, vous ne faites que parler de la sélection nationale à la sélection fanion. Mais on oublie généralement qu'il y a plusieurs compétitions internationales. Il y a les compétitions qui impliquent les mineurs. Alors, en tant que journaliste sportif, quel principe éthique je peux appliquer lors de la couverture d'un événement sportif qui implique les mineurs? Merci. C'est-à-dire qu'il y a eu un scandale? D'accord. Je crois, c'est le B.A.B.A. recoupé. Maintenant, vous posez les bonnes questions. Est-ce que, si j'ai même ça, est-ce que je dois le sortir? Recouper? Aller à la source. C'est-à-dire la joueuse ou le joueur mineur, le responsable de l'équipe, la structure, toujours recouper. Ça vous protège un certain nombre de choses. Toujours recouper. Maintenant, si votre média a l'intention de diffuser, assurez-vous que vous avez vraiment, vous avez pris le temps de critiquer toutes les sources pour que le CNC ou bien alors le plaignant ne vous tombe dessus. Donc toujours, on ne peut pas empêcher un média de publier l'information. Maintenant, c'est à ce média-là d'avoir toutes les garanties que l'information que j'ai concernant cette actualité-là. Peut-être vous faites allusion au U17, entre autres. Donc toujours recouper, toujours. Ça vous évite beaucoup de poser. Je vais prendre un exemple. Bouba, là, on a fait une émission un soir à Canal 2. On a été traîné au CNC et même au pénal. Hein, ma première fois d'entrer dans un tribunal. Heureusement qu'on avait toutes les bandes. On est arrivé au CNC. Professeur Jacques Toubillon, qui était le secrétaire général, il a demandé, est-ce que vous avez des preuves? Parce que tout est parti de quoi? Rassemblement des Lions Indomptables, Karl Toko Ekambi est convoqué, et on annule sa convocation, et il y a des fuites WhatsApp qui sont sorties, où on parlait de potentiel monnayage. Et les gens étaient incriminés, on parlait de l'ancien team manager Alphonse Chami qui avait annulé la convocation. Nous, on a fait une émission, et le malheur de cette émission, on voulait qu'elle tombe 2 jours avant un match contre l'Algérie ici. Le Cameroun était déjà éliminé de la Coupe du Monde. On se retrouve au CNC 3 mois après. Il y a eu un non-lieu parce qu'on a apporté des preuves. On nous a demandé, est-ce que vous avez déjà même des soupçons, des preuves, où il y a eu des pratiques? Je n'ai même pas traîné. Avant même quand je ne rentre chez moi, j'avais à retrouver l'interview de Jean-Amel Kanabik
avant la Coupe du Monde 2014 au Brésil, lui parlait des monnayages de place. Il y avait une interview de Volker Finke réalisée par Bouba lui-même, hein, Bouba, au Mont-Fébé, où il disait que lui, il avait sélectionné que 12 joueurs. Et il accusait Tombi Aroko d'avoir convoqué 11 autres joueurs. J'ai même ressorti une réaction de Jean-Paul Akono parlant également de ça. Donc, on a mis ça. Il y a eu un non-lieu. Et au tribunal également, il y a eu un désistement. Donc, toujours avoir les preuves. C'est si vous n'avez pas de preuves, là, même pour le mal, comme on dit, il va se charger. Donc, vous avez d'abord le droit de rassembler les preuves. Maintenant, il vous revient à vous, à votre âme et conscience. Comme on dit souvent chez les magistrats, le magistrat, c'est le juge et sa conscience. Si vous estimez que cette information peut avoir une incidence pas possible sur le groupe, il y a eu des informations qu'on a également eu quand on était journaliste, hein, qu'on ne publiait, qu'on partageait pas. Moi, je peux vous avouer, ici, je peux le dire aujourd'hui, moi, j'ai vu des documents émanant du très haut où on nommait Tom Saint-Fil, sélectionneur du Cameroun. Pendant qu'on était en train de recruter, je crois qu'il était venu ici, Hugo Bros. Tom Saint-Fil. C'était déjà acté. J'avais vu ça quelque part. Donc, c'était quelque part ici à Montéjouvence dans une villa. Je n'étais pas seul. On était peut-être 3 ou 4 jours. J'avais vu signé Tom Saint-Fil, sélectionneur du Cameroun. Sélectionneur du Cameroun. Mais Hugo Bros est sorti du chapeau. Mais ça, on ne pouvait pas, parce que si vous le dites, vous allez citer la personnalité qui a signé le document. Vous pesez quoi dans la balance et décidez de vous broyer. Parce que vous attaquez à son réseau. Donc, quand vous avez déjà les données, c'est à vous maintenant de savoir est-ce que je me jette à l'eau, est-ce que je garde. Donc, c'est maintenant votre conscience. Bonjour à tous, je suis Vax Menge, journaliste et communicateur à l'œil du reporter Kamer. C'est ma première fois de me trouver devant vous, monsieur Ndo. Ouais, voici ma question. Nous savons bien que lorsque une crise éclate autour des Lions, il y a une pression énorme qui vient des médias nationaux et internationaux. J'aimerais savoir comment gérez-vous cette pression-là. Oui, c'est pas évident. Parce que vous faites la veille, dans le job description du team presse, vous faites la veille médiatique, vous suivez tout. Et je dois avouer qu'avec l'avènement des médias 2.0, c'est difficile, hein. Vous pouvez pas, moi je suis peut-être membre dans au moins 150 groupes. Et quand ça commence, vous pouvez pas aller partout et dire que voilà. Donc, vous faites le tri. Il y a des informations surréalistes. Quand vous savez, vous êtes dans la télé, on dit que le coach a bagarré avec le président. Pourtant, c'est pas vrai. Donc, vous n'avez même pas besoin de rentrer dans ça. Donc, la pression, je l'avais un peu au début. Honnêtement, je l'avais un peu au début. Et je dois dire que j'ai même fait une crise d'angoisse avant le match Cameroun-Gambie. La CAN en Côte d'Ivoire. C'était stressant. Très stressant. Et j'avais quasiment fait 1 ou 2 jours, je mangeais pas bien. Et je crois que c'est monsieur Sabo, le responsable, mais Thierry, qu'est-ce qu'il y a? J'étais angoissé. Je dis, mais on va pas rentrer au premier tour. Et quand je revois le scénario du match, je vois monsieur Tamo, le chef protocole du président, lui-même qui sort, il dit, non, vous allez me donner le score, après je sors, il sort. Il n'arrivait pas à supporter. Donc, la pression n'est pas que par rapport à ce que vous dites, elle est générale. Donc, c'est à vous de savoir l'appréhender. Donc, parce que quand vous êtes déjà dans la peau d'un encadreur, vous vivez les mêmes craintes que le groupe. Mais vous avez également le devoir de rendre compte. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé de faire fi de ça et de travailler. Donc, bon, je suis quelqu'un de stoïque de nature. Mais si je vous dis que moi-même, j'ai eu une crise d'angoisse, ça veut dire que c'était plus fort. Donc, à un moment donné, vous devez avoir les ressources mentales nécessaires pour aller au-delà de ça parce que vous êtes un communicateur. Si vous flanchez, les gens vont faire comment? Si quelqu'un vient chez vous et décide de vous taper et vous ne résistez pas, mais vos enfants sont morts. Donc, du coup, quand on va à une compétition, quelle que soit la nature, vous avez le devoir de vous élever par rapport à tout ça, pour être au-dessus de ça, pour que la pression ne vous inhibe pas, parce que si elle vous inhibe, vous ne ferez même plus votre travail. Donc, il faut rester naturel. On connaît déjà l'environnement. On connaît déjà bien l'environnement. Donc, du coup, on n'est plus surpris par ce qui se passe. Et on a la chance d'avoir été dans ce métier depuis. Donc, je peux déjà anticiper la réaction d'un tel ou d'un tel par rapport à une situation et gérer ça comme ça. Mais je comprends. Il faut toujours comprendre. Il faut se mettre à la place du journaliste parce que lui fait son travail. Il n'est peut-être pas apprécié par certains, mais c'est la ligne éditoriale de son média. Donc, vous êtes obligé de gérer comme ça et vous faites ainsi. Voilà, on va prendre une question encore. Une autre du grand frère Soulé. On aura une réaction de Tano Diallo, parce que tout à l'heure Thierry doit dire quelque chose d'assez intéressant. J'aimerais avoir la réaction de Diallo, lui qui contourne le protocole CAF de la zone, mais j'aimerais avoir sa réaction avant encore de partir d'ici. Et après, on aura une petite surprise avant le déjeuner, tout ça en 10 minutes maxi, s'il vous plaît. Merci. Bon après-midi à tous. Hervé Patrick Kwasi, Globe Afrique Magazine. Merci au Team Presse déjà pour toutes ces anecdotes. J'ai une question, en fait, c'est un constat même. Je l'ai remarqué depuis la CAN ivoirienne, la CAN marocaine. J'ai comme l'impression que la presse camerounaise est un peu ostracisée. C'est à peine si elle a accès aux lions indomptables. Contrairement aux journalistes des autres médias, par exemple, j'ai regardé les Sénégalais, ils ont accès, ils ont beaucoup plus accès à l'équipe nationale. Nous, même Camerounais, on avait beaucoup plus accès aux équipes étrangères. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que
la presse camerounaise soit un peu marginalisée? Merci. Bon, je ne dirais pas trop marginalisé. En fait, je l'ai dit pour la CAN en Côte d'Ivoire, au Maroc, ça a été un construit. On voulait un peu, vous savez, on sortait d'un tumulte quand même depuis d'un an. Et David Pago a été nommé le 1er décembre. Il y a eu l'élection du comité exécutif de l'Africa Foot 48 heures plus tôt. Et 15 jours plus tard, il fallait aller à la CAN. Donc, on estimait, ça a été fait à dessein, je vous le dis et je l'assume encore, parlant des médias détenteurs, on a usé un peu de roublardise pour essayer de garder un peu le groupe. On acceptait uniquement la CAF. C'est la CAF qui venait. C'était fait à dessein, mais c'était avec une petite supercherie, mais dans la bonne humeur. Donc, c'était pas... Vous savez, quand on est une presse, on ne décide pas de tout. On ne décide pas de tout. Vous avez une chaîne de commandement qui commence déjà dans le staff avec l'entraîneur qui a quand même son mot à dire. Hein. Vous avez le coordonnateur des sélections qui chapeaute tout ça. Vous avez le secrétaire général qui est le patron de l'administration. Vous avez le président. Et on a la chance d'avoir un président qui est hyper actif, qui suit tout. Hein. Samuel Eto'o, rien ne lui échappe sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que vous êtes membre du staff et que il suit tout, je dis bien tout. Donc, ouvrir, peut-être, ça c'est des propositions qu'on a eu également à faire pour d'autres échéances. Mais ouvrir, il faudrait que ça se fasse dans la discipline. Parce qu'il faut également se dire les vérités entre nous. Lorsqu'on ouvre, parfois c'est vous-même qui faites encore en sorte qu'on bloque. Vous avez vu hier au stade, pour une interview, un stage locaux, les gens ont failli se crêper le chignon avec des caméras pour des positions. Donc, c'est tout ça aussi. C'est tout ça aussi. Vous avez vu un match ici, je crois qu'on l'Angola, c'est plus qu'on le Swatini, comment des gens se sont accrochés, des joueurs, avant la séance d'entraînement. Vous vous souvenez, non? Je suis ton père, tu n'es pas mon père à Douala. Tout ça, vous avez vu ce que ça a créé. On a été obligés quand même. Ça, c'était, ça, vous avez vu, on permettait que ça se passe. Mais vous avez vu ce que ça a donné derrière. C'était pas beau à voir. Donc, du coup, on est un peu obligé de fermer. Mais pour les cannes, on essaie de voir dans quel sens. Ça, c'est des propositions qu'on va répercuter à la hiérarchie pour qu'on ait des ouvertures. Un peu comme le ministre Pascal Foula faisait, comme au centre technique, des causeries. Mais que ce soit vraiment des causeries sous forme d'interview. Parce qu'on ne veut pas entrer dans les détails, on se connaît. Ça ne doit pas être des causeries où les gens vont aller faire des demandes et autres choses et qui peuvent faire derrière. Moi, j'ai Rabrouin, journaliste de la CRTV, je vais pas le citer. Et on avait fait une conférence d'avant match contre le Kenya. Il m'interpelle, il me dit qu'il a un pli fermé pour enjoindre une lettre. Il me dit, est-ce qu'il peut remettre un jeu? Je lui ai demandé si sa tête, moi je suis ton facteur. Je suis à son numéro, tu lui dis que tu as ça. Après le match à l'hôtel, tu viens avec le pli. Vous voyez? Donc ça là, on est obligé parfois d'être aimable, lancer des mots. Je lui ai dit non. Et c'était devant ma pli, je peux pas prendre ça. Je suis pas un facteur. Si tu dis réellement que tu connais le joueur, tu attends la fin du match ou la fin du stage, tu vas avec le document. Si c'est pour un besoin urgent, tu gères ça. Moi, je ne joue pas parce que dès que ça commence comme ça ne s'arrête plus. Et vous commencez à être le petit commissionnaire et tout. Donc ça, je préfère ne pas. Donc, pour votre requête, elle a déjà été formulée en haut. Donc, on va essayer de voir par rapport à tout ça. Sous les Eurolo, je suis journaliste. Oui. Je voulais te poser une question bête. Est-ce que, au regard de ce que quelqu'un a parlé, Église, Hibou et tout cela, à votre niveau, est-ce que vous avez des journalistes ou des médias préférentiels dans le sens où, quand on parle d'arbitrage, on parle de discrimination, sachant que en donnant ici, ça peut prendre feu, là-bas, ça peut atténuer. Est-ce que vous avez ce genre de choses dans vos registres? Et puis l'autre chose que je voudrais dire, est-ce qu'il vous arrive, n'est-ce pas, pour être prévenant par rapport à une crise, n'est-ce pas, de suggérer le traitement d'une information pour peut-être prévenir ou alors pour davantage communiquer afin que vous ne soyez pas surpris le moment venu? Bon, concernant le duel hibou-églisien, j'avoue que je lis ça parce que rien ne m'échappe, je lis tout. Quand il faut recadrer un journaliste hibou, je le fais quand je le peux, et vice versa également pour les journalistes dits églisiens. Mais j'essaie de me mettre vraiment en marge de ça parce qu'après vous êtes étiqueté. Parce que généralement, j'interviens très peu désormais sur les réseaux. Vous avez remarqué même les plateaux, je ne les fais plus. Ça, c'est le contrat moral que j'ai signé avec le président de l'Africa Foot. J'interviens rarement. Si j'interviens, c'est ce qu'on a accepté en haut. J'interviens rarement. Donc, j'essaie de me faire tout petit par rapport à ça parce que ça va généralement dans tous les sens. Vous vous souvenez, j'ai fait une émission. Moi, quand il s'agit des Lions indomptables du Cameroun, moi, à la radio, je présente pas. Je préfère que ce soit un collaborateur qui fasse l'émission. J'ai fait une émission où on parlait des performances des joueurs. Mais pour peu que quelqu'un ait dit Kassongo 2 fois. Vous avez vu? On a dit, j'ai organisé une émission pour salir Andro Nana. Les gens n'ont pas écouté. Les gens n'ont pas écouté l'émission. Il y avait Patrick, tu étais à cette émission-là. J'ai même demandé qu'on remette la rediffusion le lendemain. Peut-être que mais j'ai encore écouté. Les gens ont fait des tribunes, il faut. On s'est retrouvés en stage, on n'a même pas évoqué ça, André Nana et moi, parce que ce n'était pas vrai. Quand il s'agit des Lions indomptables, je ne présente jamais d'émission.
Maintenant, par rapport au fait peut-être de suggérer, en fait, ce que vous voulez dire, c'est que est-ce que je m'appuie souvent sur certains journalistes pour faire passer une information? C'est ça, non? Ah, voilà. Je vous ai compris, Soulé. Non, je le fais très peu. Je l'ai déjà fait. Mais je le fais toujours pour la bonne cause. Pas pour essayer de saquer, je le fais pour la bonne cause. Parfois pour essayer d'atténuer quelque chose qui a été dit par un média ou par une personne sur les réseaux sociaux ou bien sur un média. Oui, rétablir les faits tout simplement. Et c'est pas interdit. Si moi je peux pas parler, je peux appeler quelqu'un, Priscille, Richard ou je sais pas qui. Voilà les faits. Voilà. Donc ça m'arrive. Ça m'arrive, mais pas beaucoup. Ça m'arrive et généralement je sais avec qui je le fais, sans toutefois entrer dans l'intimité du vestiaire. Je vous prends un exemple, on peut peut-être dire que Vincent Baka s'est blessé, dit non, je vous ai pris le cas de Madeleine Sopicoto, qui a pris, vous imaginez quand même, une sommité comme elle. Elle me demande de relire son document et de faire des objections, des corrections. Ça, c'était une bonne image. Et c'est là, je lui ai dit, le médecin va aller avec Vincent Abouaka tout à l'heure à 9h à telle clinique, il va faire, elle a mis ça, elle a ajouté ça. Ouais, j'ai donné quelque chose. Et ça a calmé. Mais derrière, les gens avaient dit, oh, c'est la CATIP qui a communiqué, oubliant que c'est moi qui avais donné le OK, parce que nous, on était déjà plombés. L'info était sortie, donc on ne pouvait plus la traiter de la même manière. Donc moi, j'ai suggéré, j'ai donné une information en sachant que celle-là ne peut pas être préjudiciable pour l'intérêt du groupe. Donc ça m'arrive, ça m'arrive de le faire, mais pas tout. Merci infiniment Thierry Ndo. Comme je le disais tout à l'heure, on va prendre notre pause déjeuner tout à l'heure, mais avant, je vais passer la parole à notre frère qui nous vient de la Guinée, chaleureusement, qui a accepté de partager ce week-end de séminaire avec nous, Tanou Diallo, lui qui est journaliste, qui a une casquette d'officier média à la Confédération africaine de football, qui faisait déjà des suggestions hier par rapport au travail que le team Presse des Lions pouvait avoir en compétition avec les journalistes camerounais pour donner de la visibilité à la sélection nationale, mais également la crédibilité aux journalistes qui font le déplacement. On s'est retrouvé un tout petit peu dans ce que Thierry a dit. C'est pour ça que je passe la parole à Diallo, à qui je dis bonjour une fois de plus ce matin. Bonjour à tout le monde, merci. Ça fait plaisir de te revoir après la CAN. Je vais être très bref. Hier, je vous parlais du profil du media officer d'une sélection nationale. Si vous avez bien écouté Thierry, on se retrouve, je pense, une sélection comme le Cameroun. Si vous n'avez pas un media officer avec beaucoup d'expérience, qui a du caractère, un media officer avec une forte personnalité, ça va être très compliqué de faire le boulot. Donc, moi, je l'ai vu gérer des crises pendant la dernière CAN. Je me rappelle une fois, je suis arrivé sur le site des Lions. Thierry m'appelle, il me dit viens, je te montre quelque chose. Et son téléphone, il me prend une photo. Et c'est une photo qui avait créé de la panique au sein de la sélection. Mais tout ce que je lui ai dit, j'ai dit écoute, moi je pense qu'il faudrait pas que vous acceptiez qu'une photo plombe votre préparation en fait. Il faudrait que vous vous concentriez beaucoup plus sur la préparation de ce match-là que sur cette photo. Mais parce que quand même, c'est une photo qui voilà, c'est juste pour rappeler un peu comment eux ils arrivent à gérer les crises dans les sélections. Il y a beaucoup de choses. Et revenant sur les médias détenteurs des droits, je vous donne l'astuce. Les médias détenteurs des droits, il vous a dit tout de suite qu'il jongle avec vous parce que vous n'avez pas été malin, je pense. En fait, vous n'avez pas suivi la procédure. Comme je vous ai expliqué hier, vous connaissez, vous êtes de la CRTV, vous êtes d'Equinox, vous connaissez très bien, vous avez été très bon rapport avec Thierry. Mais le Thierry que vous connaissez au Cameroun, c'est pas le même Thierry qui se retrouve en compétition. Le Thierry qui se retrouve en compétition, c'est le media officer de la sélection nationale du Cameroun. Donc, il va toujours essayer, comme il a dit, de protéger la sélection. Donc, si vous voulez profiter de cette journée-là, J-2, en parlant des médias détenteurs des droits, n'allez pas du tout contacter Thierry directement. Si vous le faites, vous n'avez aucune chance d'avoir des interviews ou des entretiens avec lui. Parce qu'il ne va jamais l'accepter. Il va toujours continuer à protéger sa sélection. Si vous voulez avoir des entretiens, venez vers le media officer, faites votre demande. Et le media officer à son tour, lui, il va prendre contact avec Thierry, il va mettre en place ce rendez-vous-là pour vous. Vous n'avez pas besoin de discuter avec Thierry. Thierry va recevoir des instructions, il met en place l'activité et puis vous venez, vous faites votre entretien, vous partez. Mais si vous l'appelez, vous vous dites non, je connais Thierry, je vais l'appeler et puis je vais régler ça directement avec lui, ça va jamais fonctionner. Donc c'est la procédure. Quand vous suivez la procédure, ça vous facilite les choses. Et vous avez beaucoup plus de chances que votre activité ait lieu. Donc c'est juste ces quelques points que je voulais ajouter parce que je sais que vous êtes là, ça fait plus de 2 heures. Donc voilà, merci à vous. Et je voulais, s'il te plaît, Franck-Éric Difo, dire que Tanou est modeste. Parce que si Tanou avait été également rigoureux, comme l'exige son travail, il y a des journalistes qui auraient été expulsés de la CAN. On en a parlé hier. Voilà. On en a longuement parlé hier avec avant même le premier match du Cameroun, il y a eu des gens qui se sont permis d'outrepasser leur champ de compétences. On a géré ça comme ça. Il y a eu 2 médias avec des personnes bien distinctes qui sont rendues coupables d'un certain nombre de choses avant le match contre le Gabon et le jour du match. Donc c'est également pour moi l'occasion, vraiment, soyons, parce que on aurait dit encore. Il ne faut pas citer les médias, ils se reconnaissent.
Merci Thierry.